Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022 et vous écoutez le 12e épisode de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, nous vous proposons la seconde partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleures optiques hybrides de 2022. Nous recevons pour l'occasion Nicolas Morvan de la boutique spécialisée Miss Numérique et le journaliste Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. C'est parti pour cette 12e émission, Benjamin, le second volet de notre grand guide d'achat. Après les boîtiers la semaine dernière, aujourd'hui, les optiques. Eh bah ouais, on relâche pas l'effort, on continue le marathon matos. Moi, c'est une partie qui me tient beaucoup plus à cœur, enfin qui me passionne beaucoup plus que les boîtiers. Ah, puis il y en a de la référence en optique, va falloir faire des choix draconiens. Il faut que tu tiennes le timing, Arthur. Faut pas qu'on explose le chrono. On va essayer de faire un petit peu plus court que la semaine dernière. On va essayer de faire notre maximum. Bon, on est très bien entouré une fois de plus au studio. On accueille deux spécialistes du sujet pour la première fois à nos micros, en tout cas en présentiel. Donc Nicolas Morvan, toi tu es déjà venu dans le podcast à travers des capsules dans une ancienne vie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Et un honneur d'être là. Oh, carrément un honneur. Et tu seras accompagné donc de Jean-Nicolas, le numéro 2 du magazine en ligne Phototrend. On avait reçu Damien il y a quelques semaines pour cette grande émission Perspective, analyse, marché de la photo. Et on est très content de t'avoir aujourd'hui pour parler d'optique. Et très heureux de même. Alors messieurs, je vais quand même vous présenter très brièvement à nos auditeurs. Nicolas, je vais commencer par toi. Donc tu es photographe et vidéaste passionné. Tu es le responsable pôle produit de la boutique spécialisée Miss Numérique et ton travail consiste à sélectionner quotidiennement du matériel pour proposer ce qui se fait de mieux à vos clients. Miss Numérique, c'est un site de vente en ligne indépendant évidemment, mais aussi une boutique physique située tout près de la ville de Nancy. Avant cela, tu as passé plus de 8 ans à la Fnac, à divers postes stratégiques, dont celui de chef produit photo. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? C'est exactement ça, j'aurais pas pu dire mieux. C'est parfait. Et toi, Jean-Nicolas, donc tu es responsable éditorial du magazine en ligne Phototrend depuis plus de 3 ans. Sur Phototrend, vous proposez gratuitement et quotidiennement à vos lecteurs des articles pour suivre l'actualité matos et culturelle de la photo, des tests de boîtiers, optiques, accessoires, logiciels, des interviews de photographes et des tutoriels pratiques. Parmi vos derniers tests d'objectifs, on peut citer par exemple celui du Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, celui du Sony EPZ 10-20 mm f4G, celui du Tamron 50-400 mm f4.5.6.3 DI VC VXD et tout récemment, la prise en main du nouveau Nikkor 600 mm f4 TCVR-S. Je vais être très dans les... On dirait une annonce SNCF. Bam, 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 bam. Tu vois, on enchaîne. Hein. Ce petit 600 mm là, petite bricole optique, comment ça donne quoi ? De toute beauté. De toute beauté. C'est magnifique. Vous l'avez testé à Montier, c'est ça ? Exactement. Un très très beau cadre justement pour tester ce genre d'optique. Et clairement, en termes de piqué, en termes d'autofocus, avec un Z9, ça envoie très correctement. Il y avait des grues, un peu ? Oui, il y avait des grues. J'en ai vu sur la route. Les oiseaux, hein. Ah oui, ouais, oui. Alors oui, effectivement, les grues n'existent pas autrement qu'avec des ailes. Il y avait quand même une tractopelle, mais non, il n'y avait pas de grue mécanique. Non, pour le coup, c'était vraiment un festival de grues. Les oiseaux, il y avait... Pour le coup, belle formation en V, c'était franchement un très très beau spectacle à voir au lever et au coucher du soleil. Et pour le coup, on s'est bien amusé. Et on a pu tester quand même pas mal de matos, justement, dont on est en train de publier les prises en main sur Phototrend là, ces jours-ci. Bon. Nicolas, on enregistre cette émission le lendemain du Cyber Monday, derrière le gros tunnel d'offres exceptionnelles, de remises, de machins, de trucs, de bidules. Tout ça s'est très bien passé pour vous ? Ça s'est très bien passé pour nous, je pense que ça s'est très bien passé pour nos confrères aussi. Voilà, on a une farande d'offres cumulables, surcumulables et cumulables, donc nos clients ont tous pu faire de très très belles affaires. Et voilà, donc non, c'était une très belle édition du Black Friday. C'était quoi le meilleur deal qu'on pouvait faire, selon toi ?
Oh, les meilleurs deals en général, c'est jamais sur les tout nouveaux boîtiers, même s'il y a eu quand même des grosses attaques sur certains gros boîtiers comme la 7.4 sur lequel ça a été assez agressif. Mais au global, c'est plutôt sur les anciens boîtiers. Il y a Panasonic sur les S5 qui a été extrêmement agressif et qui permet aujourd'hui d'avoir un boîtier plein format qui est voilà, avec une optique ou un prix extrêmement intéressant. Ah, Et le ce- S5, il a été remonté dans notre guide la semaine dernière à plusieurs reprises. Hein. Oui, c'est un super rapport qualité-prix. Après, moi, la question que je me posais, est-ce qu'il y a un Black Friday Blues alors? On en parlait un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir un Black Friday Ah, Blues? regarde, il a l'air fatigué, déprimé. Alors, c'est un Ça peu vaut pour les fatigant. vendeurs, ça vaut peut-être pour les acheteurs. C'est Des un- occasions ratées ou une occasion finalement réalisée, mais c'est pas. On espérait peut-être un peu plus. Bah, pour nous, oui, on est plus un peu fatigué et puis on est quand même heureux de l'édition. Maintenant, pour nos acheteurs, on pense qu'ils ont eu assez de temps puisque maintenant le Black Friday est quand même devenu une Black Week. Ouais. Donc, même s'il y Faut a toujours arrêter de des dire offres Black un petit Friday, peu plus franchement. intéressantes, voilà. Donc, les gens ont quand même plus le temps et c'est un peu moins comme il y a quelques années où c'était sur une journée et si par hasard tu avais quelque chose le même jour qui t'empêchait de le faire, c'était plus compliqué. Là, voilà, il y avait un peu plus d'une semaine pour faire l'ensemble de ces achats. Donc, on espère que tout le monde a pu les faire dans les temps. Bon. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Jean-Christophe Thierry, le PDG de Tamron France, de Xavier de la Tuley, journaliste spécialisé, et de Foucault Prové, directeur général de Sigma France. Voilà pour le casting de cette 12e émission. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, TT Artisan annonce un 35 mm f/0.95. Tokina lance de nouveaux téléobjectifs pour hybride APS-C et en 2023 va ouvrir un nouveau lieu d'exposition flottant à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. TT Artisan, fabricant d'optiques chinoise, vient tout juste d'annoncer un nouvel objectif à destination des hybrides équipés de capteurs APS-C. Il s'agit d'une focale fixe, un 35 mm, équivalent donc à un 52,5 mm, offrant une extrême grande ouverture de f/0.95. L'objectif 100% manuel exploite une formule optique composée de 7 éléments répartis en 5 groupes avec 2 lentilles à haut indice de réfraction et un diaphragme circulaire à 10 lamelles. Il est très compact avec environ 4 cm de long et léger avec un poids d'environ 250 grammes sur la balance. La particularité de l'objectif, outre son incroyable ouverture et son prix, comptez seulement $200 pour l'acquérir en monture Sony E, Fujifilm X, EOS M, Nikon Z, Canon RF ou encore L-mount. La société Tokina a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo sur 3 nouveaux objectifs hors du commun en gamme SZ Pro. Il s'agit d'un 300, d'un 600 et d'un 900 mm, des objectifs conçus pour les hybrides équipés de capteurs au format APS-C et déclinés en monture Sony E, Fujifilm X et Canon M. Ces objectifs à mise au point manuelle et conception catadioptrique à miroir ont la particularité d'être très compacts et légers. Par exemple, le 900 mm pèse seulement 725 grammes et mesure moins de 17 cm de long. Il dispose également d'une ouverture unique, f7.1 pour le 300 mm, f8 pour le 600 mm et f11 pour le 900 mm, qui procure un effet de bokeh unique. La campagne de financement qui s'apparente plus à une prévente vient juste de se terminer et les premières livraisons sont prévues pour le début de l'année 2023. Désormais, les prix de vente de ces 3 objectifs sont 411 € pour le 300 mm, 617 € pour le 600 mm et 720 € pour le 900 mm. Et enfin, pour terminer, dans quelques mois, un nouveau lieu d'exposition majeur va ouvrir ses portes dans la capitale. Il s'agit du Quai de la Photo, un nouveau centre d'art avec plus de 1000 mètres carrés d'espace d'exposition qui sera dédié à la photographie contemporaine et qui sera installé dans une péniche à côté de la Bibliothèque nationale de France. Plus qu'un simple lieu d'exposition, le Quai de la Photo sera aussi un lieu d'échange et de rencontres conviviales avec l'organisation de nombreuses conférences et formations, la possibilité de se restaurer, la possibilité de faire des excursions en bateau sur la Seine grâce à une marina intégrée ou encore de découvrir une librairie spécialisée. De nombreux partenaires prestigieux se sont greffés à ce projet, Magnum Photo, les laboratoires Picto ou encore Polka Magazine pour ne citer que. Rendez-vous au printemps 2023 pour découvrir le Quai de la Photo.
Bon. On a fait des flash actu un peu plus excitants que ça hein, au cours de cette 5e saison. Mais bon, un 35 mm f/0.95 à $200, c'est cool. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Nicolas? Alors, moi, j'aime beaucoup ce genre d'optique parce que c'est évidemment très très atypique. Et évidemment, pour celles et ceux qui adorent jouer sur la profondeur de champ, c'est une excellente nouvelle, surtout à ce tarif-là. Ça me rappelle beaucoup ce qu'avait sorti. Alors, effectivement, TT Artisan a un certain historique là-dessus, mais il y a aussi Seven Artisan qui avait sorti de très jolies C'est pas optiques. la même boîte, ça, TT Artisan et Seven C'est Artisan? pas exactement la même, C'est mais peut-être construit au même endroit ou pas loin. ça ressemble quand même beaucoup. Hein, mais les deux, a priori, sont concurrents. Et techniquement, c'est vrai que Seven Artisan nous avait sorti des très jolies choses. Il ne faut pas chercher le pixel perfect, généralement, sur ce genre d'optique. Donc, vous avez $200, hein, de toute C'est façon, ça. Mais le but, justement, c'est de jouer sur les aberrations en termes de piqué, en termes de flair notamment, histoire d'avoir vraiment des photos qui ont une personnalité. Et ça, je sais qu'il y a énormément de photographes qui cherchent un peu cette expérience très proche de l'argentique finalement, mais avec leur boîtier numérique, et couplé justement aux simulations de films de Fujifilm, où vous pouvez avoir un grain particulier, tout ce genre de choses. Ça a vraiment une très très grande pertinence. Et nous, quand on publie ce type de test sur Phototrend, justement, on a généralement de très bons retours. Alors, on a toujours des lecteurs qui ne comprennent pas exactement à quoi ça sert d'avoir des aberrations volontairement sur une optique, mais généralement, on a une cible qui cherche justement quelque chose de très créatif, de très ludique, de très agréable à utiliser aussi par l'approche manuelle. Et là, clairement, ça a une pertinence indéniable. Ouais, petit big up à l'homographie et Exactement. l'SBB qui étaient qui sont toujours d'ailleurs. L'SBB, je sais pas si ça existe encore ce truc-là. Mais l'homographie, oui, avec leur Petzval, leur machin, leur truc, c'est à peu près le même genre de positionnement. Ouais, et puis souvent ces optiques-là sont déclinées en plusieurs montures. Donc Ouais. tout le monde y trouve à peu près son compte, ça c'est bien aussi. Et puis ça garde sens d'aller mesurer le piqué à 0,95, ce qu'on va rechercher, comme dit Jean-Nicolas, c'est un rendu, c'est une colorimétrie un peu particulière, un bokeh, un effet de bokeh aussi différent. Et en vidéo, ça peut avoir beaucoup de charme aussi. Alors, clair. un peu dans le côté inverse, donc là on a un 35 mm à $200. Moi je vous propose un 50 mm f1.2 qui lui est un poil plus cher puisqu'il s'est vendu pour la coquette somme de $300 000. Je passe. Il y a quelques Seulement jours, à l'occasion de la 41e Leitz Photographica Auction, donc une vente aux enchères célèbre réalisée, alors je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Autriche, mais l'un des deux en tout cas. Et il s'agit d'un prototype du Leica Noctilux 50 mm f1.2 datant de 1964. Donc voilà, $300 000. C'est possible dans le monde de l'optique aussi. Nicolas, vous avez un peu des optiques hors normes comme ça à vendre chez Miss Numérique? Enfin, comme ça, non, pas comme celle-là évidemment, mais des trucs un peu qu'on connaîtrait pas. On peut en avoir. Alors, vous connaissez, si vous les connaissez tous, mais c'est souvent plus quand on reprend de l'occasion ou on reprend ce type par exemple, des cas en 0,95, voilà, qu'on connaît bien. On est très heureux de les reprendre en occasion quand ça arrive. Ou ce type d'optique-là. Mais après, dans ces niveaux-là, c'est sûr que non. Si ça arrivait un jour, on trouverait un moyen de le faire, hein, mais c'est sûr. Mais non, ces niveaux-là, non. Mais on a toujours, dans les occasions, parfois des ovnis, des optiques un petit peu spécifiques qu'on s'attendait pas à voir revenir en tout cas chez nous, et puis qu'on puisse surtout les reproposer à la vente si on les achète pas pour nous-mêmes. Bon, voilà hein, pour cette semaine sur le Flash Actu. On espère que la semaine prochaine, il y aura un peu plus d'agitation autour du marché et de l'industrie de la photo. Mais bon, voilà, on peut pas avoir. Il faut des temps calmes aussi, On peut c'est pas pas avoir grave. des R6 Ouais. Mark II toutes les semaines, hein, évidemment, c'est pas possible. Si juste, moi, je rajoute une petite chose. Donc, on a notre partenaire historique, hein, Fox.fr, qui vous propose, chers auditeurs, 5% de réduction sur tout le site jusqu'à la fin de l'année, hein, donc jusqu'au 31 décembre, avec le code FPPLI 5. Voilà. Merci à eux. On clôture donc le Flash Actu là-dessus, et puis on passe à la suite avec ta chronique hebdomadaire, Benjamin, la story. Cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec Pascal Maître autour de son exposition Peul du Sahel, visible encore pendant quelques jours gratuitement en plein cœur de Paris. La story vous est présentée par Tamron, pionnier de l'industrie optique qui propose une gamme unique de zoom et focale fixe en monture Sony E, FE, Fujifilm X et Nikon Z.
Bonjour Pascal, on est aujourd'hui au pavillon de la Comtesse de Caen. Quel est ton sentiment en voyant ces images, ces tirages magnifiques que l'on peut voir gratuitement? Ce que j'espérais, et j'espère y avoir réussi un peu, c'était de profiter de ce prix pour être un peu, entre guillemets, un lanceur d'alerte, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur la problématique ou sur la difficulté des Peuls en ce moment dans le Sahel, avec les conflits qu'il y a au Burkina Faso, au Mali. Ces conflits, les Peuls y sont engagés. Ils sont partie prenante car une grande partie des djihadistes, surtout dans le centre du Mali et dans le nord-est du Burkina Faso, sont plutôt des Peuls. Il faut que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui caractérise cette communauté Peul que toi tu connais très bien, que tu fréquentes depuis longtemps, qui représente environ 70 millions d'habitants sur une quinzaine de pays. On peut dire ça à peu près? Alors, d'abord, ce sont des nomades qui ne sont pas toujours spécialement recensés. On parle entre 40, 50, 60 millions. Le chiffre n'est pas très fixe. Qui sont sur toute la bande sahélienne, c'est-à-dire du Sénégal, Guinée-Sénégal, jusqu'au Soudan, et qui traversent tous les pays qui sont sur cette bande sahélienne. Ils vivent essentiellement de nomadisme. Alors, on leur a beaucoup reproché depuis pas mal d'années, comme tous les nomades, c'est-à-dire leurs enfants ne vont pas à l'école, que lorsqu'il y a des ennuis, des vols, on leur attribue, et ils ont beaucoup souffert d'une mise à l'écart et d'une maltraitance, ce qui fait que c'est pas très étonnant que lorsqu'il y a eu, comme au Mali, un chef djihadiste Peul qui les a rejoints, quoi. Et toi, tu parles d'un cycle de violence que tu situes à peu près aux alentours de l'année 2006. Toi, tu as vu la situation évoluer dans le Sahel. 2006, j'ai surtout vu l'apparition de signes djihadistes, c'est-à-dire dans le nord du Mali, lorsque je vais dans la mine de Taouleni, qui est une mine qui est à 700 km au nord de Tombouctou. D'abord, il n'y a plus d'État. On quitte Tombouctou, il n'y a plus de postes de police, plus de militaires, rien du tout. Et surtout, dans ces mines, on commence à voir apparaître des t-shirts Ben Laden. On commence à rencontrer les gens au puits Kinouiza, les Algériens sont là, c'est-à-dire les djihadistes algériens d'AQMI. On commence à voir monter tout cela. Et alors qu'on s'en inquiète absolument pas en Europe, d'ailleurs, que lorsque je reviens d'un reportage que je fais pour National Geographic sur cette zone-là, j'essaie de sensibiliser sur ce risque de montée djihadiste et le risque qui va se produire, c'est-à-dire le mariage entre les djihadistes algériens avec des familles touareg, et ce mariage va finir aussi par une association qui prendra tout le nord du Mali et qui amènera à l'intervention de Serval de l'armée française. Comment on bosse alors en tant que reporter sur le terrain? Comment on fait? Parce que c'est bien beau d'aller là-bas, ok, tu as le luxe du temps, néanmoins tu restes une cible privilégiée forcément en tant qu'occidental, en tant que photographe et en tant que Français. Donc comment tu fais pour prendre des précautions sur place? Suivant les pays, au Niger, depuis un bon moment, on nous oblige à prendre une escorte militaire qui est très chère, qui est à nos frais. Donc même extrêmement cher, c'est 700 € au jour. Donc c'est très sérieux. Donc là, on est à peu près couvert, mais dans le reste, c'est-à-dire au Mali et au Burkina Faso, là, je travaille seul, complètement seul, mais ce sont des pays où j'y vais depuis 20-30 ans. Donc j'ai des fixeurs qui sont devenus au fil des années des amis, des gens en qui j'ai confiance. Et puis après, on prend les précautions habituelles dans ces zones extrêmement dangereuses, c'est-à-dire on reste pas longtemps, on retourne pas 2 fois au même endroit, on ne dit à personne ce que l'on va faire à part la personne de confiance, ni à son chauffeur. On lui dit juste quand on monte dans la voiture où on va, et on reste pas très longtemps. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas la chance de venir voir encore cette exposition qui est là, accessible pendant quelques jours, comment va-t-elle vivre après? Où peut-on voir tes images? Il y a la Revue des Deux Mondes, je crois, qui consacre un numéro hors série. Dans le prix, en plus de l'exposition, il y a un numéro à part de la Revue des Deux Mondes qui est consacré au travail qu'a fait le photographe lauréat et qui est en quelque sorte un
catalogue de l'exposition. Donc ça, on peut l'acheter en librairie. Après, je ne sais pas si l'exposition tournera ou pas. J'ai pas du tout encore pensé. J'espère, parce que ce qui me fait plaisir lorsque je viens quelques fois à l'exposition, je sens les gens concernés par le sujet. Comme toujours, on a l'impression que dans les expositions photos, les textes ne servent à rien, que l'on va ennuyer les gens. Et là, il y a 2 textes de Luc de Benoît qui concernent mon travail et de Brema Dicot, qui est un chercheur sociologue Peul, qui lui parle sur son peuple. Il y a quelques petits textes que j'ai faits pour essayer de cadrer et d'amener un peu de clarification dans ce sujet complexe. Et je vois que les gens lisent tout, ainsi que les légendes. Et ça, c'est toujours rassurant. Ça veut dire que l'intérêt ne diminue pas. Et ce qu'on constate souvent dans les grands festivals. Absolument, et ça confirme aussi ta vocation de journaliste, peut-être avant celle de photographe. Oui. Bon, je dis toujours, photojournaliste, il y a 2 mots, photo et journaliste. Mais avant tout, oui, je me considère, je pense, journaliste. Je suis ce qu'on appelle un storyteller. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci, à bientôt. Comment ça fonctionne ce prix Benjamin? Il y a un lien, non, avec l'Académie des Beaux-Arts, si j'ai bien compris? Bah oui, c'est un prix qui est remis au sein de l'Académie des Beaux-Arts, qui est devenu biennale depuis 2018. Ouais. Donc cette année, par exemple, c'est un photographe français à nouveau, Olivier Jobard, qui a remporté le prix pour son projet de reportage qui s'appelle Souvenir d'une vie envolée, ma famille afghane. Donc il a reçu 30 000 euros. Il a 2 ans pour concevoir son projet qui sera exposé, comme celui de Pascal Maître, au pavillon de la Comtesse de Caen, en bord de Seine, en plein cœur de Paris, gratuitement. C'est une exposition qui est vraiment superbe. Les tirages la scénographie, tout est vraiment très, très, très ciselé. C'est vraiment du beau travail. C'est d'ailleurs Jean-François Bressol de Dupont qui tire tout ça, et Sylvie Hugues, qui est la commissaire d'exposition, qui est membre aussi, correspondante de l'Académie des Beaux-Arts. Bon, ça fait du bien de parler un peu de photos, 1 gramme de photos dans 2 émissions brutes de matos, et puis écouter Pascal Maître parler de son travail, c'est toujours un bon moment. Pour moi, en tout cas, j'espère que vous le partagez aussi, parce que c'est un des rares photographes à se rendre dans le Sahel. On parle beaucoup d'Ukraine, on parle beaucoup d'Afghanistan, il y a beaucoup de conflits comme ça qu'on voit passer dans les festivals de photojournalisme. Le Sahel, on en parle peu parce que c'est très dangereux, et peu de photographes peuvent y aller parce Ose que y aller, ouais. osent, et peu ont les moyens d'y aller. Lui, en tant que photographe de National Geo, alors il est membre de l'agence Myop en France, il est représenté par Panos à l'international, il bosse en commande pour National Geo. Il a des moyens que la plupart des autres photographes n'ont pas. Il l'a dit, 700 € jour pour être protégé par des escortes. Il faut avoir le moyen. Ouais. Il faut avoir les moyens. Donc il a les moyens, et il met les moyens, et il ramène des images que je vous invite à aller voir. Alors il y a encore très peu de temps, c'est quelques jours là, mais après sinon... allez acheter la revue des 2 mondes, c'est 9,90 € et le portfolio est superbe. Les textes sont très intéressants aussi. Et dis-moi, il y a quelques jours, dans le cadre de l'Académie des Beaux-Arts, il y a eu une masterclass, une table ronde, une conférence un peu extraordinaire, non? Eh bien, c'était le même jour. Dans la C'est ça. foulée, il y avait un petit événement sous la coupole de l'Académie, Bricole. animé par Dimitri Beck, directeur de la photographie de Polka, qui on a souvent entendu à ses micros, qui réunissait donc Pascal Maître, qu'on vient d'entendre, avec Sebastião Salgado, Raymond Depardon, qui malheureusement pour le coup était à distance, il était un peu malade, mais il était présent par la parole, et Bénédicte Curzen, qui est une photographe basée en Afrique. Donc une table ronde organisée autour de problématiques qui traitent de la situation des photojournalismes à l'heure actuelle. L'intitulé exact était « Au-delà des contraintes liées au photojournalisme, est-il encore possible de témoigner ?» Vous pouvez revoir l'intégralité de cette conférence qui dure un peu plus de 2 heures sur la chaîne YouTube de l'Académie des Beaux-Arts. C'est un petit peu long, mais c'est quand même des sacrés monstres du photojournalisme, et ça vaut le coup d'y prêter une oreille. Bon.
Jean-Nicolas, vous suivez évidemment toute l'actualité culturelle sur Phototrend. Est-ce Oui, qu'il tout y à a fait. une petite expo qu'il faut ne pas manquer d'ici à la fin de l'année? Il y a une expo qui est particulièrement intéressante en ce moment, je trouve, et qui est pas forcément ultra médiatisée, je trouve. C'est celle de Laure Albin-Guillot à la Galerie Roger Violet, rue de Mhm. la Seine à Paris. Et Laure Albin-Guillot est une photographe du début du XXe siècle qui a fait beaucoup de portraits de célébrités, notamment de son époque, et qui a une approche très intimiste avec son sujet et qui justement paraît très moderne, encore plus pour l'époque. Et elle a été malheureusement assez un peu oubliée, on va dire, pendant quelques décennies. Et là, justement, le travail de la Galerie Roger Violet, comme lors de chacune de ses expositions, est justement de permettre au grand public de se réapproprier ses travaux et accessoirement de pouvoir acheter les tirages qui sont réalisés de ces photographies qui sont de très belle qualité. Donc, j'aimerais vraiment encourager les auditeurs à faire le déplacement parce que ça vaut vraiment le coup. Et toi, Nicolas, il y a une expo qui t'a peut-être marqué cette année? Il y a peut-être des photographes qui t'influencent dans ton travail ou d'autres expos qui vont venir et que tu suis un petit peu de loin. Bah, moi, j'aime un peu tous les types de photos, mais c'est vrai qu'il y a une expo là où j'ai appris ça par Instagram ce week-end. Il y a Jérémy Villet qui va faire une expo que j'aime beaucoup. J'aime vraiment toute la photographie qu'il a fait et qui va faire une expo surprise du 30 novembre, je crois, jusqu'au 4 décembre. Ok. Donc j'ai été très heureux d'apprendre ça. Et donc, je compte bien m'y rendre. Tiens, Jérémy Villet, ça me dit quelque chose, moi. Ouais, moi aussi. Bah, d'ailleurs, écoutez bien donc l'émission à venir en novembre avec Jérémy. La dernière de la saison, Un au coin du feu, avec Jérémy Villet, évidemment. Ok, merci pour cette story, Benjamin, une fois de plus passionnante. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de la semaine, à savoir le guide des meilleures optiques hybrides 2022. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Poussé à consommer toujours plus? Chez MPB, nous avons une meilleure idée. Il est temps de repenser votre consommation et de stopper le gaspillage. Avec MPB, revendez votre ancien matériel photo dont vous ne vous servez plus et achetez votre nouvel équipement d'occasion parmi une large gamme d'appareils et d'objectifs à prix réduit. C'est 30% moins cher. Faites une pause et un geste pour la planète en choisissant l'économie circulaire. Rendez-vous sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion pour faire estimer gratuitement et rapidement votre matériel et planifier votre prochain achat. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides de l'année 2022. Alors avant de commencer, je vous propose que l'on se fasse un petit point sur les nouveautés en termes de technologie et de tendances qui ont vu le jour dans la partie optique, évidemment, sur cette année 2022. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée des grands constructeurs d'optiques compatibles que sont Sigma et Tamron, en l'occurrence, sur de nouvelles montures hybrides. On écoute Jean-Christophe Thierry, le PDG de Tamron France, nous parler de la stratégie de la marque au niveau du développement des montures. À la suite du salon de la photo, on a été vraiment agréablement surpris de vous avoir rencontré, les utilisateurs et le public, et on a pu échanger et on est content parce que la philosophie de Tamron, qui est nouvelle, qui est d'être pionnier, de développer sans concession sur la qualité de nouveaux produits qui sont pertinents et que vous attendez, a bien été perçu. Ce qui va amener Tamron à sortir un produit plutôt qu'un autre, dans une monture plutôt qu'une autre, c'est finalement les utilisateurs. C'est vous avez besoin d'un télézoom en monture X, on vous donne le 150-500 pour couvrir cet usage. Voilà, donc aujourd'hui, on agit sur un périmètre qui est bien identifié. Sony, être leader de technologie, Fuji, être pionnier dans l'innovation, et Nikon, la monture Z, oui, ce qui se profile avec Tamron, c'est qu'on va continuer à développer, à écouter l'utilisateur et à sortir des produits qui sont attendus. Bien sûr, la monture Z de Nikon, c'est la monture romantique, c'est la marque avec une aura qui est particulière, mais nous, on va pas s'enorgueillir d'avoir été les premiers
à lancer une optique native. Nous, on fait simplement notre travail, on est au service de l'utilisateur. On va continuer à travailler dur pour vous satisfaire. Et croyez-moi, je pense réellement que de grosses surprises sont à prévoir sur cette monture Z. Les utilisateurs Nikon seront vraiment, à mon avis, conquis par ce qui pourrait arriver dans les mois à venir. Quel petit teasing Ça fait que 2 nous fois fait, qu'il nous chauffe. que nous fait Jean-Christophe sur l'année 2023. Nicolas, c'est évidemment une super nouvelle de voir arriver des optiques compatibles. Bon, Nikon Z, il n'y en a qu'une pour le moment, mais surtout Fujifilm X. Ah, c'est une excellente nouvelle, puisque c'est vrai qu'on était un peu, chez Fujifilm jusqu'à il y a peu de temps en effet, il y avait que les optiques Fuji qui sont très, très bien, mais qui pouvaient se bloquer à quelques usages et en effet, là où c'est très intéressant, c'est que Tamron arrive sur des manques. C'est-à-dire ils offrent un 17-70 extrêmement intéressant, un 18-300 qui permet d'avoir une optique extrêmement polyvalente qu'on n'avait pas avant et le fameux 150-500 qu'ils ont adapté, donc qui était, en plein format, mais qui va donner un 225-750 et qui arrive quelques temps après le 150-600 de Fuji, qui est extrêmement bien, mais qui va pouvoir se comparer aussi facilement à ça. Donc non, c'est vraiment une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Fuji. Et de Nikon, hein, du coup, pour la Et de monture Nikon Z, pour la puisque monture Z. le 70-300, c'est une alternative qui est plutôt abordable, hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Parce que pour les longues focales, dans la gamme Nikon Z, pour l'instant, il faut quand même débourser un petit peu d'argent, hein. Le 100-400 n'est pas donné, donc ça leur fait une alternative sympa, quoi. Bah, Le 70-300. 70-300, il est à 1099 si je dis pas de bêtises. Et effectivement, c'est une optique qui est très compacte, qui est très légère. Et on l'avait testé en monture Sony E. Effectivement, elle donne de très bons résultats avec une polyvalence qui est forcément qui est excellente. Après, en termes de piqué, c'est sûr, on n'est peut-être pas au niveau d'un 70-200 f2.8, mais on est quand même sur quelque chose de très bonne qualité. Donc effectivement, pour les Nikonistes, c'est assurément une bonne nouvelle. Alors, s'il y a bien 2 constructeurs qui ont passé la seconde en 2022 en termes de nouveaux produits, c'est Nikon et Canon qui doivent construire quasiment intégralement leur gamme d'optiques en monture Nikon Z pour l'un et Canon RF pour l'autre. 2022, c'est l'arrivée de tous les super téléobjectifs dans ces 2 montures. Alors, chez Nikon, il y en a 4. Un 400 mm 2.8, un 800 mm 6.3, un 400 mm 4.5 et le 600 mm f4 que vous avez pris en main à Montier. Et chez Canon aussi, ça bouge. Il y a eu un 800 mm f5.6 et un incroyable 1200 mm f8. Nicolas, vous en avez vendu combien des 1200 mm f8 ? Alors, c'est toujours spécifique. C'est toujours spécifique. Il y a des demandes, il y a des touches, il y a des échanges. Je sais qu'il y a des confrères qu'on a vendus pour des besoins beaucoup plus spécifiques, des besoins en général d'administration, militaire, voilà, pour ce genre de choses-là. Mais ça reste... Militaire et fluide, ça fait pas très grand comme ouverture. Mais 1200 mm. 1200, faut y aller, ouais. Mais 1200 tu montes ça mm. sur un petit R7, plus un petit doubleur, t'es bien. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est pas celle qu'on va vendre tous les jours. On aimerait bien, mais... malheureusement. Les grues de Montier au 1200, ça doit être sympa quand même. Là, tu dois faire du gros plan, de la macro. de la macro serré, ouais. Ça passe. Bon, est-ce qu'il y a d'autres un peu tendances et nouveautés qui ont vu le jour en 2022 et qui vous ont un peu marqué ? Alors oui, clairement, moi, ce qu'on a beaucoup constaté, c'est de plus en plus d'optiques avec un usage entre guillemets hybride. Donc à la fois pensé pour la photo et pour la vidéo, notamment en termes d'autofocus. Donc on a des moteurs qui sont à la fois très puissants, mais aussi très souples et très silencieux, ce qui permet d'avoir un usage vraiment sur le terrain, avec du coup le suivi de l'œil du sujet en photo comme en vidéo qui va être très efficace, à condition que le boîtier suive, bien évidemment. Et aussi une réduction du focus breathing. Une bague de zoom motorisée carrément sur certains zooms de chez Sony. On en a eu 2 cette année. Ouais. Le 16-35 et le 10-20 FEPZ pour Power Zoom. Accessoirement aussi, toujours dans cette manière entre guillemets hybride d'utiliser ces objectifs, tout ce qui va être les optiques APS-C qui vont être montées sur du plein format en utilisant le format Super 35 mm en vidéo. Tout ça, c'est des usages qu'on n'avait pas spécialement avant et qui tentent beaucoup à se développer. Et là-dessus, c'est évident que Sony a quand même un peu d'avance, forcément, vu qu'ils ont été pionniers un peu sur la monture hybride avec la monture E. Et du coup, effectivement, ça leur permet d'avoir cet avantage-là assez indéniable. Et là, cette année, justement, on a eu le 11 mm, 15 mm et 10-20 qui sont très pertinents sur de la PSC, par exemple, avec
les boîtiers plus spécialisés vlogging, mais qu'on peut utiliser aussi sur un A7 III, ce qu'on a fait d'ailleurs, et qui donne de très bons résultats. Mais Sony sont tellement en avance qu'ils sont déjà en train de développer et de sortir les secondes générations des optiques phares. Et cette année, on a vu arriver un 24-70 G-Master, GM, je ne sais plus trop comment on dit, G-Master, oui. f2.8 constant, qui d'après ce que j'ai compris est une petite merveille à tout point de vue. Oh oui. Comme son frère, le 70-200. Ouais. Et comme le 70, mais c'était l'année dernière, celui-là. Deux superbes optiques. Ouais. De mémoire. Et tu parlais du développement des optiques pour la PSC. Canon a lancé une nouvelle gamme en monture RF, les RFS, pour accompagner les lancements des R10 et des R7. Il y a 2 modèles pour le moment, un 18-45 et un 18-150 mm. Moi, il y a quand même un truc qui me bouleverse, qui me chagrine, qui me titille. C'est encore le prix des optiques qui est toujours aussi délirant. Alors, je vais vous donner quelques chiffres un peu hors contexte. On parlait du 1200 mm de Canon. C'est quand même 23 499 €. La bestiole, le 400 mm de 8 Nikkor, 14 900 15 000 €, on va dire. Mais bon. Arrondissons, ouais. Arrondissons. Mais au-delà de ces deux exceptions qui ne confirment pas la règle, il y a un truc, moi, qui m'impressionne beaucoup. C'est le nouveau 135 mm 1.8 là, qui a été annoncé très récemment chez Canon, en monture RF, annoncé à un prix de 2 700 €. Quand on voit qu'au début de l'année, Samyang a sorti un 135 mm f1.8, alors certes en monture Sony E, mais qui lui est proposé à 949 €. Nicolas, comment vous arrivez auprès des clients à justifier un tel écart de prix entre deux objectifs similaires, pas pour la même destination, mais ça reste un 135 mm 1.8. Et on pourrait ajouter le modèle Sony, G-Master 135 1.8, qui est aussi dans les mêmes sphères de prix à plus de 2000 € que le Canon. Oui, bien sûr. Comment on le justifie Aujourd'hui, de toute façon, on est sur un marché qui ne va pas continuer à grandir, malheureusement, en termes de volume. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des passionnés, des professionnels. Et c'est vrai que pour les marques, et c'est pas bâtiment pour les dédouaner, mais il y a une réalité de marché qui fait qu'aujourd'hui, le développement d'une optique va coûter un petit peu plus cher parce qu'il y aura un petit peu moins de volume. Donc il y a déjà cette partie-là. Et puis il y a une autre réalité qui est due au contexte actuel, qui est la pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de manque que de produits en stock, et même si ça s'améliore un peu depuis quelques mois. Et donc, de ce fait, il est vrai qu'obligatoirement, les prix montent. C'est pareil partout, c'est pareil sur tous les marchés. Et malheureusement, la photo n'en fait pas exception. Donc, en effet, on voit une grosse augmentation du prix des optiques. Après, peut-être le contexte inflationniste aussi, légèrement, C'est ça. qui peut amener des marques à gonfler un petit peu les tarifs sous prétexte qu'il y a une inflation économique, tout simplement. Je crois que Nikon a récemment rehaussé un petit peu les prix de ses optiques, par exemple. Ok. Bon, alors on a décidé d'organiser notre guide en fonction des types de focales. Les grands angles, pour commencer, qui incluent aussi les super grands angles, les focales dites standards, et les longues focales, incluant les téléobjectifs et les super téléobjectifs. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer une focale fixe et un zoom dans les principales montures hybrides qui existent, à savoir la monture E pour Sony, APS-C et ou 24-36 mm, la monture L, la L-Mount Alliance commune pour Leica, Panasonic et Sigma, la monture RF de Canon, la monture EFM, oui, pour les hybrides Canon APS-C, on va peut-être passer à côté de celle-là, la monture Z pour les hybrides Nikon, le micro 4 tiers pour Panasonic et OM System, et la monture X pour les hybrides Fujifilm. Alors, pour pouvoir juger de la qualité et de la pertinence d'un objectif, il faut indéniablement passer par une phase de test. Ces analyses sont réalisées le plus souvent par des journalistes spécialisés et s'appuient sur des prises en main, des prises de vue terrain et dans certains cas des mesures poussées en laboratoire. On écoute Xavier de la Tuley qui teste les optiques pour le magazine Fox et nous explique son protocole. Pour tester un objectif, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des tests qui sont des photos normales, parce qu'avec ça, on voit déjà pas mal de résultats sur ce que donne un objectif. Ensuite, il faut choisir le bon appareil
pour tester une optique, ça fait partie des choses assez compliquées. Parce que dans le principe, on prend l'appareil qui a la meilleure définition dans une marque donnée. Alors, dans les tests, ça va se faire sur des mires avec un panneau sur lequel sont collés des mires de définition et aussi des dessins divers qui vont permettre de tester la distorsion, le vignettage et même éventuellement les dérives colorimétriques. Il y a un autre élément qui sert à faire les tests, qui est un sujet type avec des objets difficiles à reproduire. Par exemple, sur ce sujet type, il y a des timbres, des objets réfléchissants avec des guillochages, des plumes, enfin tout plein de petits objets comme ça, dont on sait qu'ils posent des problèmes dans la résolution, dans le rendu. Et enfin, il y a une mesure qui est importante aussi, surtout pour les grands angulaires, c'est la mesure de vignettage. Pour ça, j'utilise une source uniforme qui est photographiée hors focus, de manière à ce que ça soit que le problème de l'objectif qui apparaisse. Il y a une appréciation visuelle sur différentes formes de mire, parce que en fait, suivant les appareils, on a des rendus qui sont différents sur les mires, donc ça, c'est fait à l'œil. Après, on fait des mesures plus précises, techniques, en utilisant la fonction de transfert de modulation. Avec ça, on peut savoir aussi ce qu'un objectif a dans le ventre, tracer une courbe et voir beaucoup de choses au niveau des aberrations chromatiques, par exemple. Ça se voit très très bien sur cette fonction de transfert de modulation. L'utilisation de l'objectif, c'est vraiment le mettre en situation, l'objectif, pour sentir l'intérêt qu'il a. C'est-à-dire qu'avec, je fais vraiment des vraies séances de prise de vue. Je pense qu'on peut pas tester une optique seulement sur des mires, il faut vraiment s'en servir. Mais donc, avec tous ces résultats, on va tracer des graphes qui vont être le résultat de l'observation visuelle et des calculs de la fonction de transfert de modulation. Bon, ça a l'air très technique, très précis, tout ça. Jean-Nicolas, comment vous procédez pour faire des tests d'optique sur Phototrend? Alors, on a aussi effectivement des tests de mire, comme le vient d'indiquer. Mais ça, effectivement, ça nous permet d'avoir, on va dire, une estimation en termes de piqué au centre, au bord de l'optique, à différentes focales, différentes ouvertures. Mais rien ne va remplacer vraiment le test terrain. Et c'est pour ça qu'on assiste beaucoup auprès des différents constructeurs pour avoir les optiques pendant 1, 2, voire 3 semaines. Histoire carrément. Oui, carrément, parce que ça permet d'avoir un vrai ressenti terrain. Et il n'y a pas seulement justement la performance optique, il va y avoir tout ce qui concerne la répartition des masses, la performance de l'autofocus. Est-ce qu'il va être plus ou moins à l'aise en basse lumière sur tel ou tel sujet, avec des sujets qui vont se déplacer plus ou moins vite. Et ça permet d'avoir justement une appréciation qui va être très juste, parce qu'on l'utilise dans des conditions réelles, sur le terrain, de jour, de nuit, vraiment à toutes les occasions possibles qu'on a l'occasion de croiser. Et ça nous permet justement de rendre un verdict qui va être le plus objectif possible, sans jeu de mots. Et c'est ça que recherchent justement nos lecteurs. Je prends l'exemple du 50-400 de chez Tamron que j'ai eu l'occasion de tester pendant plus d'1 mois. Et pour le coup, c'était une optique qui, de prime abord, peut paraître grosse. Finalement, quand on l'a entre les mains, on se rend compte que, tiens, finalement, elle pas si grosse que ça, surtout compte tenu de la polyvalence de sa focale. Et accessoirement, c'est une optique qui est extrêmement agréable à utiliser et avec un rendu du bokeh. Par exemple, ça c'est une botte secrète de l'optique sur les objets miniatures. Ça, je m'en suis rendu compte en allant à Mulhouse, à la Cité du Train. Ça, c'est quelque chose, vraiment pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Le bokeh qu'on peut avoir sur des trains miniatures ou sur des plantes, sur des gouttes d'eau, est assez incroyable, alors qu'on n'est pas du tout sur une optique macro. Et ça, c'est tout ce genre de choses dont on se serait absolument jamais rendu compte si on était resté simplement sur une prise en main très rapide et si on l'avait simplement mise dans un laboratoire et ensuite directement renvoyée après quelques images sur le terrain. Donc vraiment, j'insiste beaucoup sur la notion de terrain. Ça permet d'avoir un vrai ressenti et donc d'avoir une prise en main la plus objective possible des différentes optiques. Oui, puis la finalité, ça reste de faire des images. Donc, moi, je suis quand même tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Nicolas. En tant que même lecteur, on a envie de voir de l'image. Les mires, c'est une chose, mais ça ne se suffit pas à soi-même. Par contre, la difficulté, effectivement, d'avoir des produits sur le temps long, ça, il faut le signaler. Les conditions de travail ne sont pas toujours évidentes parce qu'il y a moins de produits disponibles pour les journalistes en test. Donc, on les a moins longtemps. Et faire comme ça
des tests terrain sur la durée, c'est complexe parce qu'il faut trouver des sujets variés, faut se déplacer, il faut visiter au quotidien et le confrère le veut la semaine d'après. Enfin, c'est compliqué aussi, il faut le souligner. Et par rapport à ce que tu dis, on va y revenir dans les sélections, je pense, mais par rapport au bokeh, la miniaturisation, c'est facilité par la distance minimale de mise au point qui est de plus en plus courte. Tout à fait. C'est Tout à fait. phénoménal. Sur les téléobjectifs, quand on regarde dans le détail, le 50-400 ou d'autres, on va y aller plus en détail tout à l'heure. Je trouve que c'est un énorme point fort des hybrides aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Et ce qu'on a constaté aussi justement à Montier, et c'est là que ces tests au terrain ont une énorme pertinence, c'est que par exemple, entre le 400 mm 2.8 de chez Sony, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, et le 400 mm de chez Canon, toujours à 2.8, qui est sorti plus récemment, il y a justement celui de Canon dont la distance minimale de mise au point est extrêmement courte, ce qui permet de photographier des sujets, mais alors complètement différemment, et ça transforme la manière dont on va approcher justement ce type d'optique en les rendant encore plus polyvalentes qu'avant. Et évidemment, là, le prix est un facteur indéniable, mais ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus pertinent, on va dire. Alors, il y a deux grandes familles d'objectifs, les zooms et les focales fixes. Nicolas, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu avantages et inconvénients de ces deux grandes familles d'optiques, en restant très généraliste, bien sûr? Oui, alors on va essayer de synthétiser ce grand débat. Alors les zooms, au départ, c'est surtout la polyvalence, c'est la réactivité. Ça veut dire que quand on est sur le terrain ou on part en voyage et qu'il faut en choisir une ou deux, en général, on va quand même partir sur un zoom. Et on le recommandera toujours pour ça, donc tout ce qui est voyage, pour être réactif. C'est-à-dire si on a besoin de faire du grand angle et en même temps, quelques instants après, d'avoir un plan un petit peu plus serré, donc on recommandera toujours les zooms pour cela et les focales fixes, on les recommandera plus pour être un petit peu plus à l'aise en basse luminosité, mais aussi parce qu'on peut avoir des ouvertures accéder largement un peu plus généreuses et puis donc en basse luminosité pour avoir des profondeurs de champ aussi beaucoup plus fun, et surtout là où nous on les recommande surtout à nos clients. C'est surtout aussi pour s'exercer, c'est-à-dire qu'avoir un cadre fixe, qu'on choisisse, on aime le 35, le 50. On peut zoomer avec ses pieds. Voilà, on peut zoomer avec ses pieds, on peut se déplacer, on peut se baisser. Et ça, nous, on recommande souvent soit pour ceux qui débutent ou même pour ceux qui se disent je m'amuse plus trop avec mon zoom, passer sur les focales fixes et comme ça permet d'exercer son œil, de s'habituer à un cadrage. Donc c'est un des grands avantages que nous on donne à ces petites focales fixes. Oui, puis il ne faut pas forcément opposer zoom et focale fixe, puisque parfois les focales se recoupent. On peut par exemple avoir un 24-105 f4 et un 85 mm 1.8. Deux usages qui restent quand même vont différents. cohabiter, voilà. Ouais. Et pour les débutants, un moyen intéressant de trouver sa focale, c'est de regarder les données EXIF des photos qu'on a prises avec un zoom. Et souvent, sur Lightroom, d'autres logiciels, on peut voir ça et on verra qu'il y a certaines focales avec lesquelles on a pris le plus d'images. Et donc, ça permet de trouver sa focale. Ok. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet et on attaque la catégorie des grands angles. Alors, on ne va pas refaire le débat jusqu'où on dit que c'est un grand angle, 24, 28, 35. Bon, on va dire 28. En dessous de 35. En dessous de 35. En dessous de 35. Qu'est-ce que vous pourriez proposer, Jean-Nicolas, en meilleur rapport qualité-prix? Alors, tout dépend de la monture dont on parle. Vas-y, on y va, dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors, par exemple, Sony... Je ferai l'arbitre, moi, dans tout ça. Voilà. Je vous laisserai parler tous les deux et je rajouterai au besoin. Alors, en Sony E, clairement, on a deux ultra grands angles qui sont très bons, qui sont le Tamron 17-28 f2.8 DI3 RXD, ainsi que le Sigma 16-28 mm f2.8 DGDN Contemporary, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et pour le coup, ce sont deux optiques qui sont très abordables, en tout cas, compte tenu de leur ouverture à 2.8, donc on est sur des budgets inférieurs à 1 000 €. Et, comparé à un modèle équivalent chez Sony? Chez Sony, on est sur du 2200 et quelques. C'est voilà. pas le même ça, c'est pas pareil, mais alors, c'est pas les mêmes performances non plus. Mais vas-y, continue. C'est deux optiques que j'aime énormément aussi, le Sigma et le Tamron 16-28 et 17. L'avantage, c'est que j'ai eu la possibilité de tester le 16-35 2.8 de chez Sony l'année dernière lors de la sortie de la 7.4. Et peu de temps après, justement, j'ai testé le Sigma 16-28. Et honnêtement, alors qu'il y a une différence de prix quand même assez énorme, la différence de performance,
elle n'est pas si énorme que ça. La restitution des coins, même à 2.8, est quand même assez exemplaire, tant sur le Tamron que sur le Sigma. Et en termes d'autofocus, qui parfois justement peut être le facteur discriminant, on est sur des optiques où on n'a pas forcément besoin de quelque chose d'ultra snappy, mais malgré tout, on reste sur des optiques qui restent très performantes. Donc au niveau du rapport qualité-prix, honnêtement, on a difficilement mieux. Sachant que justement le Sigma 1628 a aussi l'avantage d'être disponible en monture L. Et oui. Donc nos amis de chez Panasonic, Sigma ou Leica auront la possibilité de s'amuser avec et de produire de très très belles images, que ce soit pour du paysage ou de l'architecture. Je me souviens, je l'ai utilisé notamment à Cologne, qui est une ville auquel on ne pense pas forcément pour l'architecture, alors qu'elle a des très très belles... La cathédrale. Et des beaux ponts aussi. Très très beaux ponts ferroviaires. Ah, ouais. J'étais obligé de parler des trains à un moment donné. Et pour le coup, ça permet de capturer vraiment de très 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 belles choses avec une très belle restitution vraiment du centre et du bord et dès la pleine ouverture, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et je trouve que c'est là qu'on mesure justement les progrès accomplis en termes d'optique en une dizaine d'années seulement. Entre mon 16-35 f4 perso en monture EF et justement ces optiques-là qui ouvrent à 2.8 de nouvelle génération, la restitution des coins, ça n'a absolument plus rien à voir. Maintenant, on est vraiment sur des détails qu'on peut lire, même à f2.8, dans le coin des images, alors que sur mon 16-35 UF, que j'aime beaucoup pourtant, on est sur des restitutions un peu moins soignées. Donc, c'est très plaisant de voir à quel point les constructeurs réussissent à nous livrer des performances optiques en croissance et à des prix, là, ici, en l'occurrence, qui restent raisonnables. Oui, 900 €, ces deux optiques, hein, le Tamron et le Sigma, et puis une bague de diaph sur le Sigma, que moi j'aime beaucoup. Et les bagues de diaph, je trouve que ça revient aussi à la mode, on en a parlé tout à l'heure, en photo, en vidéo. Sigma se fait grand c'est spécialiste sympa. du sujet maintenant, avec la nouvelle ligne I, la Contemporary, de oui. petite focale fixe, Oui, là, toute oui. merveilleuse, machin. On retrouve cette finition métal, des grosses bagues crantées et cette bague de diaphragme. Ok. En monture Canon RF, Nikon Z, bon, il y a évidemment un peu moins de choix. Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Monture Canon RF, on va rester un peu chez Canon. Forcément. Voilà. Forcément. Non, mais alors, en fait, aujourd'hui, il y en a deux qui est proposé. Il y a le 1435 f4, il y a le 1435 f4 et il y a le 1535 2.8. Entre les deux, il y aura une assez grosse différence de prix, même si honnêtement, je trouve le 1435 assez cher. Ouais. Et je me dis, Pour un F4, par c'est très rapport pour du F4, on est à 1800 et quelques euros. Oh là là. 1900 même. Ouais, même 1900 selon les variations de prix. Et mais donc, si on peut se le permettre, aller sur le 1535 parce qu'on aura l'ouverture à 2.8 et qu'au final la différence de prix reste de 600-700 €, ça. mais quand on est à 1008, voilà, peut-être Ouais. qu'on peut encore se le permettre. Et je pense qu'on aura avec un 2.8 la possibilité de faire autant du paysage sur trépied haute comme on pourrait le faire avec le F4, mais aussi plus de possibilités créatives à main levée, voilà, pour faire du grand angle à main levée. Mais à condition de pouvoir se le permettre. Parce que, bon, Mais à condition de pouvoir se le Là, on est permettre dans les deux cas. plus sur la performance que sur la qualité-prix, hein, pour le coup. Là, Bah, on est sur du au taquet. Tu as peut-être une solution en rapport qualité-prix. Alors, ça, Nicolas. c'est une solution, on va dire, c'est du Alors- backup. Si on monte une bague d'adaptation Voilà. EF-RF, là, du coup, on commence à avoir des bah oui. possibilités un Non, peu intéressantes. On va aller taper du 1635 d'occasion ou du 1124. 1124 f4, c'était ça l'optique? Moi, c'est mon coup de cœur Canon. Ah Le ouais. 1124, c'est une optique absolument 11-24. sensationnelle. Ouais. Mais on peut avoir aussi des trucs un peu originaux et pour ça, j'ai choisi de redonner un petit coup de projecteur sur les focales de chez Irix, les 11 et 15 mm. J'ai eu le 11 mm pendant quelques années, je m'étais pas mal amusé avec. Malheureusement, j'ai dû le revendre pour financer d'autres projets. Et on est sur des optiques qui sont beaucoup moins chères vu que ce sont des focales fixes non motorisées. Mais étant donné qu'on est sur de l'architecture, du paysage, donc des sujets qui n'ont pas tendance à s'envoler d'une seconde à l'autre, ça permet d'obtenir des photos extrêmement créatives avec un champ d'une largeur assez incroyable et on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix que là celle que pratique Canon actuellement. Mais il faut citer chez Canon le 16 mm f2.8, hein, STM en rapport qualité-prix. Oui, parce que c'est pour vrai. 350 € en plein format, on peut avoir cette optique. Alors, c'est pas évident de photographier comme ça au 16 mm. Là, pour le coup, il faut zoomer avec ses pieds parce que c'est pas toujours évident. Mais enfin, quand les gens qui ont ça un déforme pas 16-35, trop à 16 mm? si ça déforme, mais enfin, les post-traitements déjà, enfin, les corrections intégrées dans les appareils sont Ouais. redoutables. Ok. On peut utiliser le post-traitement derrière. Et puis, la plupart des gens qui ont des 16-35, tu parlais de ton 16-35 tout à l'heure, Canon Jean-Nicolas, ont des 16-35 pour l'utiliser à 16 mm. Ouais. Sinon, on prend un 24-105 ou autre, quoi. Tout à Donc, pourquoi pas? Mais c'est d'ailleurs très intéressant en fait de citer le 16 de 8 où on est à 350 € et puis là moi qui citais avant des
des références plus proches des 2000 € qui prouvent en fait la nécessité demain d'avoir une monture RF qui soit ouverte à des constructeurs Complètement. On va en parler tout ça. On va en parler. Ok, chez Nikon, il y a un peu plus de choix en termes de zoom, si j'ai bien compris. Jean-Nicolas. Alors, chez Nikon, on a le Nikkor Z 17-28 mm f2.8 qui n'est pas sans analogie. Ah, ça me rappelle quelque Ah, chose. j'ai vu Oui, quelque part, ouais. un Tamron, quelque chose. Oui, moi aussi, ça me dit clairement quelque chose. Donc, on est sur, on va dire, une sorte de déclinaison en fait du Tamron 17-28 f2.8 dont je vous parlais tout à l'heure. Et le gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir sur Nikon des optiques quand même considérablement moins chères, tout en restant sur des niveaux de qualité qui sont très satisfaisants, sachant que cette optique-là est elle aussi à 899 €, ce qui, pour le coup, reste raisonnable. Ok. Benjamin, peut-être tu as des choses à nous proposer en monture micro 4 tiers? Oui, alors avant, juste sur la monture Z, moi je dois avouer un fait pour le 1430 f4, alors qui est rétractable. Donc c'est pas le plus aisé à manipuler, il faut s'y faire. Mais j'avoue qu'au début j'avais un peu de mal. Alors par contre, la qualité des images, pour l'avoir beaucoup testé sur un Z6 II et sur un Z9, elle est absolument sublime pour un F4. Et là, on est aux alentours de 1500 €. Ok, ça reste encore un zoom presque F4, abordable. bah ouais, un zoom F4 de 355 grammes, c'est pas mal. Voilà. Et pour le micro 4 tiers, oui, absolument. Bah, le micro 4 tiers, il y a beaucoup de choses en grand angle, hein. Si on veut la jouer côté budget, rapport qualité-prix, excellence, performance, budget, allez, on va dire raisonnable. Moi, je cite le Leica Vario Elmarit 818 f2.8.4, Ok. qui est mon coup de cœur également, donc à 1200 €, qu'on pourra monter sur des Lumix G ou sur des OM System. Des Donc il est PEN, vendu par voilà. Lumix, hein, celui-là. hein. Il est vendu par Lumix, il est sous la bannière Lumix, Ok. mais il s'intitule Leica Leica, Vario, ouais, puisque son cahier des charges répond à celui dicté par Leica. Ok. Donc c'est une superbe optique. Et puis en micro 4 tiers, on peut en citer d'autres. Alors niveau performance, le 7-14 mm f4 Pro chez Olympus, 1400 €. Et donc il y a vraiment beaucoup de choix en grand angle, en micro 4 tiers, on peut y aller, vous en avez certainement aussi. Bah, j'en ai un que moi j'adore, c'est même si il devient plus trop grand angle à la fin, c'est le 10-25 1.7. Alors lui, c'est le coup de cœur, ouais, tout Ouais. à fait. 10-25 C'est-à-dire que là, on n'est 1.7. plus dans le Voilà. prix, et lui, en On vidéo... n'est plus dans le prix c'est- encore une fois, mais Ah ouais, je suis d'accord. mais 10-25 1.7 en micro 4 tiers, donc tu passes du grand angle, bah, presque un équivalent 50 mm, donc c'est un peu un ovni, mais que moi j'adore personnellement. En tout cas. Et on parlera de son frère, le 25-50 1.7, dans la partie des standards tout à l'heure. Hmm. Et en monture Fujifilm X, du coup, maintenant, il y a beaucoup de choix. Forcément. Il y en a beaucoup. Il y a Sigma qui a sorti le 16. Il y avait qui C'est un 16 d'ailleurs 1.4 16 1.4. 1.4. C'est ça, 16 Ah, 1.4. c'est génial, ça. 16, et- 30, 56. Yes, 16 30 c'est 56 et le 16 était extrêmement bienvenu parce que le 16 1.4 de Fuji était bon, mais on pouvait avoir quelques reproches, donc le 16 de Sigma était très très bienvenu sur le sujet. Même si derrière, Fuji a sorti quand même un 18 1.4 qui est aussi WR, qui est revu au WR, goût du ouais, jour et qui est une superbe et qui est optique. aussi Alors, extrêmement bon aujourd'hui. On reprécise que chez Fujifilm, il y a un coefficient d'un 5 à Absolument. appliquer. Donc, quand on veut du grand angle, il faut descendre encore plus Oui. bas que sur du 24 Le 18 va faire un 27 mm, en C'est équivalent 24-36. C'est ça, c'est ça. Et dans les zooms, il y a des choses en monture Fujifilm X. Est-ce que le 17-50 Sigma, on pourrait presque le rentrer dans les grands Ah non. angles, celui-là? Non, mais dans Standard. les standards. Plutôt standard. On peut Ok, on ok. peut le mettre dans les deux, en fait. Un grand angle, ça va plutôt être le Fuji XF10 24 Oui. dont on parlait, et qui, bon, a ses avantages et ses inconvénients, mais reste tout de même une très très belle optique. Elle a 1099 €, donc bon, on n'est pas forcément sur des optiques ultra accessibles. Là, tu parles de Mais, celle qui a été revue au goût du jour aussi, WR, oui, puisqu'il oui, existait Tout à fait. un 10-24 aussi, OIS stabilisé, mais qui n'était pas tropicalisé. Donc, il y a deux modèles. Ne vous trompez pas. À la tropicalisation, ça, Bah, Ça, c'est important. Quand c'est on très a un important. XT5 ou un Tout à XH2, fait. enfin, ils mettent beaucoup l'accent dessus. Si on prend une optique qui ne suit pas, c'est dommage. C'est clair. Bon. Et alors, si vous deviez choisir un coup de cœur, Et on a oublié on a oublié quoi? niveau performance chez Fuji. Oui. Quand même, il y a le 8-16 mm f2.8 WR qui est Ah oui. alors, pour le coup, pour tous les amateurs de grand angle qui veulent du piqué dans tous les sens, un bijou qui vaut cher, comme tous les bijoux, qui vaut 2000 €.
C'est ça. Et qui est pas très très compacte, mais qui. Loin d'être compact. Ouais, loin d'être compacte Et pour une c'est- optique APS-C. Il me semble qu'elle a une lentille bombée en plus à l'avant, donc ça facilite Oui. pas forcément l'utilisation de filtres, mais Oh, la ça- qualité ça rappelle d'image. des bons souvenirs. Tu as raison, mais tout comme tout à l'heure on parlait de monture L ou monture E, moi une optique que j'adore chez Sigma qui est le 14-24 mm Art F2.8, f2.8 tout à fait. qui est sublime. Mais comme j'aime bien de temps en temps utiliser des polarisants, il faut C'est moins anticiper facile. et avoir des porte-filtres Tout à fait. en conséquence. Bon, allez, un coup de cœur dans cette catégorie grand angle, chacun. Nicolas. Bah, si je dois en choisir un que j'ai testé et que j'ai adoré, c'est Sony 14-1.8. On fixe. Ah bah. Ok. On n'est pas Très dans bon le choix. zoom. J'aime. Ok, Benjamin. On a cité tout à l'heure le 8-18 micro 4 tiers que j'aime beaucoup, et tu as cité Arthur, mon véritable coup de cœur grand Ah. angle ultime, le 11-24 Qui n'a Canon. pas changé, qui n'a pas Ah oui, changé, il qui ne est changera pas. formidable avec une bague, il reste tout à fait au bout du jour. Et un bon. niveau de distorsion tellement faible à 11 mm, c'est dingue. Ouais. Mais pour C'est sortir de dingue. mon rêve, je suis allé sur le site quand même de Canon France et j'ai vu son prix, donc qui est de 3239 €. Ah. Après, voilà, ça reste une optique Elle a toujours d'exception. été chère, hein, cette optique. Elle Ouais, a mais toujours été chère. c'est vraiment. Peut-être regarder sur MPB s'il n'y a pas des bons coups à faire. Ouais, ou sur tous les revendeurs qui proposent de l'occasion. En tout cas, c'est vraiment une optique extraordinaire. Jean-Nicolas. Il y a une marque dont on n'a pas parlé en monture X pour l'instant, c'est Samyang qui nous a sorti son AF 12 mm f2X, qui est Ok. aussi disponible en monture E d'ailleurs. Et pour le coup, on est sur une optique ultra grand angle qui est légère, qui est compacte, qui donne une très belle qualité d'image et en plus qui reste accessible puisqu'elle est vendue aux alentours de 470 € en monture X. Et on a fait un lecteur testeur, donc en gros on a donné cette optique à plusieurs de nos lecteurs pour qu'ils puissent faire des images avec et nous livrer leur ressenti. Et de manière assez unanime justement, nos lecteurs ont beaucoup apprécié tout ce que je viens de vous dire en termes de compacité et de qualité d'image. Et clairement ça fait du bien de voir arriver ce type d'optique et ces constructeurs sur la monture X. Donc assurément une très bonne nouvelle. Bon, voilà qui conclut la catégorie des grands angles. Alors avant de passer au focal standard, je vais continuer un peu avec les questions qui tuent, un peu prématurées, et je vais vous demander à tous les trois quelle est l'optique sortie cette année qui vous a le plus impressionné ou qui pour vous est la plus marquante. Moi personnellement, c'est le Sigma 24 mm f1.4 DGDN série Art en conception hybride. Moi, c'est une optique que, à l'époque, j'avais beaucoup utilisée dans sa version réflexe, pour le coup, et que moi, 24 mm 1.4, pour moi, c'est le turfu total. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année? Je vais commencer par Nicolas. Bah, celui qui m'a marqué, je pense ne pas être le seul. Le 1200 mm Canon? Ouais, complètement. Dans la catégorie des standards, bien sûr. Exact. Ah non, reste open là, on est open. Non, open. en tout confondu. full Ouais, open, ouais. non, c'est 2470 GM2. Qui de au Sony. départ, quand on est sorti, on s'est dit avant de le tester, ouais, c'est pas stabilisé pour la vidéo, tout ça et tout. Et au final, à l'utilisation, c'est beaucoup plus compact Bah, que ils ont fait l'ancien. plus compact, plus léger, mieux piqué. Ouais, ils ont tout coché, et quoi. l'ancien avait beaucoup de reproches et c'était difficile de justifier son prix quand on avait le 2470 Sigma, l'excellent 2470 Sigma, et maintenant les 2670, le 2675 de Tamron. C'était très difficile de justifier son prix, sauf que maintenant le nouveau justifie. Bon, ça reste toujours 2400 et quelques euros, mais le justifie largement plus que le précédent. Et à l'utilisation, c'est vraiment juste un plaisir à utiliser, quoi. Autant que ce soit en vidéo, en photo, c'est vraiment super. Jean-Nicolas. J'allais dire aussi justement le 2470 de Mais vous deuxième avez le droit génération d'être de Sony. d'accord. C'est pas un- Donc du coup, la palme de l'originalité ne me revient pas. Donc du coup, puisque je vais quand même sortir autre chose, histoire de me démarquer un peu. Du coup, j'ai le Tamron 50-400 mm dont je parlais tout à l'heure. Bon gros coup de cœur, clairement, parce qu'une polyvalence vraiment jamais vue. On a un zoom x8 dans une optique qui fait une vingtaine de centimètres de long, ce qui est quand même assez impressionnant. Et la polyvalence que ça donne sur le terrain, on peut faire un petit peu d'architecture avec un cadrage un peu serré, on peut faire du paysage, on peut faire du sport, on peut faire de l'animalier, on peut faire de l'urbex. Donc, je me suis absolument pas privé. Et en plus, à un tarif qui est plutôt raisonnable quand même. Donc, clairement, c'est des beaux produits, très originaux. Et ça fait très plaisir justement de les voir arriver. Donc, de belles nouveautés en 2022, c'est sûr. Parfait. Benjamin, pour terminer.
Oui, je suis tout à fait en phase, en tout cas avec ces deux modèles-là que j'aurais très bien pu citer. Et pour me démarquer et jouer la carte de l'originalité, je ne vais pas les citer donc. Et je vais citer un modèle Voigtlander, parce que c'est une marque que j'aime énormément, avec un 40 mm Nocton f1.2 qui existait déjà en monture E et qui est désormais disponible en monture Z. Et Parfait. je conseille d'ailleurs beaucoup cette focale. On va aborder les optiques standards, elle en fait partie, pour démarrer, se situer. Et ça permet de ne pas choisir entre le 35 et le 50. Donc vive le 40 mm. Genre, on va faire vraiment une émission uniquement dédiée 35 versus 50 mm. Ok, on passe au focal standard. Jean-Nicolas, meilleur rapport qualité-prix. Ah, vaste question, parce que effectivement, là, sur les focales standards, on arrive sur soit des optiques à f4, soit des optiques à 2.8, et qui sont du coup particulièrement chères. Pour des zooms. Pour Il y a des les focales zooms. fixes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Si on n'a pas envie de choisir en termes de focale, si on apprécie la polyvalence des zooms, en monture Sony E, on a évidemment le Tamron 2875 DI3 VXT G2, faut pas confondre, ou le Sigma 2870 f2.8 DGDN Contemporary. On a quand même Tamron et Sigma qui reviennent systématiquement. Ça dépend des montures. Évidemment, ça dépend, ça dépend En- des montures, mais ça en dit long quand même sur le prix pratiqué par nos chers constructeurs en optique native. En tout cas, du f2.8 en transstandard aux alentours de 1000 €, ça mérite d'être c'est clair. signalé. C'est clair. Parce qu'en face, côté Canon, par exemple, qui n'est pas ouvert, hélas, pour l'instant, on aura l'occasion d'y revenir. En matière de transstandard, alors Canon a choisi de ne pas faire de 24-70 f4, ils ont préféré nous faire un 24-105, ce qui est plus polyvalent. Mais on a d'un côté la version f4 qui était à 1500 €, ou sinon on a la version f4 7.1 IS STM, qui a l'avantage de ne pas être très chère, mais qui a l'inconvénient du coup d'être assez peu lumineuse, surtout en fin de zoom. Donc, Ça fait des kits pas trop chers avec les boîtiers. C'est l'intérêt exactement de ce ça. genre d'optique, en Tout fait. à fait, tout à fait. Mais du coup, c'est sûr qu'en termes de rapport qualité-prix, les montures ouvertes, on va dire, comme celle de Sony, et maintenant justement de Nikon, ça commence à être le cas, ça a l'avantage d'avoir de très très belles optiques moins chères. Ok. Nicolas, pour les autres montures. Pour les autres montures, en X, moi j'adore toujours le XF33 et le XF23A4, qui sont deux optiques, les nouvelles générations des deux optiques. Mais déjà les anciennes, donc bon, mais c'était un 35. Qui sont RWR. Donc Ouais. R pour ring, ça veut dire qu'il y a une bague de diaph, et WR protégé contre les intempéries. Yes, Je fais les exact. sous-titres. Et Water surtout, resistant. WR. Ça dépend. Weather resistant Ah, ou weather. water resistant. Weather. D'une marque à l'autre, ça peut changer. Ok. et qui ont le nouvel autofocus avec les moteurs linéaires et qui sont extrêmement silencieux, qui sont un petit peu moins compacts qu'avant, Ouais. mais qui à l'utilisation sont juste top, en tout cas chez Fuji. Et dans les montures qui nous restent, je crois qu'il nous reste Panasonic, on n'a pas fait. Ouais, le micro 4 tiers. En L-mount aussi. Ouais, donc Panasonic, en L-mount, Panasonic, on va avoir le 28-70 Sigma Oui. 2.8, 28-70 Sigma 2.8 qui est juste top, ultra compact. Voilà, Si il y a on a pas besoin photo, d'un là. grand angle, un petit peu plus grand angle, on a le 24-70 mais qui est quand même un peu moins compact, qui est un peu moins compact aujourd'hui. Et après, Je en- citerai le 2405 macro, moi, en monture L, parce qu'il a une distance minimale de mise au point assez peu commune de 30 cm, qui est C'est assez vrai. remarquable. À titre de comparaison, le 2405 Canon, par exemple, FK dont on a parlé, lui, a 45 cm à toutes les focales, pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc on n'est pas dans de la macro au rapport 1-1, on est dans de la proxy photo. Mais par rapport à la miniaturisation dont on parlait aussi en début d'émission, c'est plutôt intéressant à considérer en monture L aussi. Ouais, complètement. Surtout qu'en plus, le 2405, c'est l'optique qui aujourd'hui, si on veut du S5 pour faire de la vidéo, c'est vraiment l'optique qu'on va donner pour un utilisateur vidéo sur un S5 Oui, on peut aujourd'hui. tout faire avec. Ouais, Voilà. Elles vaut donc, 1400 € seul, et puis peut-être qu'il y a des kits en cherchant bien. Après, il y a le 2060 qu'on n'a pas encore cité. Oui. 2060 ouverture variable, Qui est f3, original. 5, 6. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette focale bizarre, tronquée au zoom, et par contre, beaucoup plus grand angle, 20 versus 24 mm au grand angle. Et pour le coup, je me suis énormément amusé, notamment en matière de photo urbaine, d'architecture. Et certes, l'ouverture est variable, mais ça permet quand même de jouer de manière satisfaisante sur la profondeur de champ, au moins un petit peu. Et l'avantage, c'est qu'elle reste quand même abordable et en kit, notamment avec un Lumix S5, là, on est sur du rapport qualité-prix assez satisfaisant, on va dire. Et pour encombrement, surtout aussi. Aussi, tout à fait, tout à fait. Très bien. Et vos coups de cœur sur ces focales standards? Benjamin.
Alors en micro 4 tiers, hein, il faut aborder le micro 4 tiers quand même, c'est important. Je l'oublie à chaque fois. Il faut signaler, oui, il y a le 1245 F4 Pro chez OM System que je trouve pour le coup un compromis hyper intéressant. Il n'est pas stabilisé, donc on n'aura pas la double stab avec le boîtier. Mhm. Mais c'est pas très grave, la stab des boîtiers Elle est OM déjà System, ultra efficace, OM, ouais. Pen, t'en sais quelque chose Arthur, avec ton cher PenF est super efficace. Et cette optique-là vaut 700 €, donc c'est un budget qui reste assez raisonnable. Et puis il faut citer, on a parlé du 10-25 f1.7, si on veut aller dans le superlatif, le déraisonnable, il faut citer le 25-50 mm f1.7 de Lumix. Pour la vidéo, c'est un incontournable. Ça fait en fait tout simplement un 50-100 mm, hein, pour faire les petits calculs dans sa tête, au coût de 2000 €, hein, qui est assez exorbitant, mais qui est important. Et puis mon coup de cœur micro 4 tiers, et qui sera mon coup de cœur global de cette catégorie, c'est le 1240 f2.8 Pro 2 d'OM System, qui vaut 1000 €, distance minimale de mise au point à toutes les focales 20 cm. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ça. C'est un 24-80. Et je me permettrai de rajouter sur micro 4 tiers le 20 mm OM System 1.4 que j'ai eu la chance de tester avec Et qui est un l'OM5, 40, qui oui, rejoint mon devient éloge un du 40 40, mm, voilà, et et qui est une superbe optique. que j'ai juste adoré, ouais, à utiliser. C'était vraiment. Voilà. Jean-Nicolas, ton coup de cœur. On n'a pas encore cité Canon sur ce segment, à part pour les 24-105, mais je vais choisir le RF 2470 f2.8 LIS USM, donc pièce maîtresse, donc, on va dire, de l'écosystème de Canon. Une œuvre d'art. Ah oui, qui n'est pas forcément le plus compact, qui n'est pas le moins cher, c'est ça pas c'est le sujet. certain, mais c'est pas le sujet. Mais par contre, en termes de piqué et en termes de, on va dire, d'agréabilité à l'usage, même si ça se dit pas, on est sur quelque chose d'assez bluffant. Et surtout, quand j'avais testé le R3, j'avais réussi à obtenir avec cette optique un temps de pause de, tiens, je vais vous faire deviner quel temps de pause ai-je réussi à atteindre à 24 mm avec un R3. 0,3 secondes. Petit joueur. Ouais, 1 seconde. Plus. Oh bah, je sais pas. 3 secondes. 3 secondes à main levée. Donc c'était un manège, en l'occurrence aux Tuileries. Et pour le coup, 3 secondes de temps de pause à main levée, sans problème, sans flou ni rien, avec le R3. Donc clairement, les ingénieurs de chez Canon en matière de stabilisation ont particulièrement bien fonctionné sur cette optique. C'est là qu'on peut réaliser aussi tous les progrès qui ont été réalisés de ce côté-là. Oui, et il n'y a pas de... C'est un sans faute, hein, toutes marques confondues sur les 24-70. On n'a pas parlé du Nikkor Z 24-70 mm C'est vrai. f2.8S, qui est absolument incroyable. Enfin, Qui est pour l'avoir magnifique, testé clairement. sur le Z9, vraiment magnifique. Il y a eu des disparités sur les Game Reflex à l'époque quand ils ont implémenté la stabilisation VR sur le 24-70. Il y a eu des vrais loupés. Plus que des disparités. Voilà. Il y a eu des limites, des scandales d'État. Il y a eu des problèmes, on va dire. Je me rappelle, Ils ont eu des problèmes. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On regarde les G-Master, G-Master de Sony, le modèle Canon dont vient de parler Jean-Nicolas, et ce 24-70 Nikon. Et franchement, là, on peut y aller les yeux fermés. Bon, là, on n'est pas dans le rapport qualité-prix, hein, clairement. Non, mais pour se faire plaisir, c'est sûr, Pour se c'est faire une plaisir. optique absolument magnifique. Et pour le coup, c'est Damien qui l'utilise beaucoup, notamment pour nos packshots. Et c'est une optique à chaque fois qui est un véritable régal. Bon. Nicolas, tu l'as fait le coup de cœur? Ah bah oui, avec plaisir. Mais en fait, je l'ai déjà annoncé, donc je vais changer un peu, mais il y avait déjà le 2470 GM2, donc chez Sony, on en a déjà parlé. Mais dans les coups de cœur, et je vais revenir dessus, même si j'en ai déjà parlé aussi, c'est le XF33 1.4 Ok. chez Fuji, que j'adore vraiment utiliser le plus souvent possible. Fuji, c'était quoi comme boîtier? Tu utilises quoi? Moi, j'ai l'avantage de, comme un peu nous tous ici, de pouvoir tester pas mal de choses, mais principalement Fuji en ce moment. Ouais. Mais j'aime beaucoup changer. Ok. Alors, évidemment, ce qui est quand même top, hein, dans cette période, hein, toujours de transition technologique, hein, même si elle est déjà bien avancée, c'est qu'on n'a jamais vu autant de nouveaux objectifs arriver. On a déjà évoqué, tous les constructeurs déploient des moyens considérables pour développer au plus vite leur gamme. On s'est entretenu avec Foucault Prové de Sigma France pour faire un petit bilan comme ça, de leur année 2022 et essayer, tant que possible, de se projeter sur ce qui risque de se passer en 2023. On l'écoute. Alors l'année 2022 chez Sigma a été assez riche. Nous avons sorti pas mal de produits dans différentes séries, différentes gammes, différentes montures. Donc si je résume, on a commencé l'année en étendant la ligne iSeries
ces petites optiques à construction 100% métallique et à bague de diaphragme qui rappellent un petit peu les optiques vintage physiquement, mais qui par contre technologiquement sont très modernes puisque ce sont des optiques conçues pour les boîtiers hybrides. On a ensuite lancé au printemps une nouvelle monture, ce qui ne nous était pas arrivé depuis un moment, la monture X de Fuji avec 3 petites focales fixes. Et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que le 2 décembre prochain, vous pourrez retrouver en magasin le 1850 f2.8 monture X de chez Sigma, qui arrive très prochainement. On a sorti également un 16-28 qui manquait un petit peu dans notre ligne contemporary au niveau du grand angle et qui a la particularité d'être à déplacement interne, ce qui permet pour la vidéo sur gimbal d'avoir un produit vraiment 100% efficace et sans modification du centre de gravité. Et on a vécu une belle année également avec la monture L. Alors, je vais être très honnête, ça ne sont pas les ventes de FP et de FPL qui ont poussé la monture L, puisque ça reste une vente de petits volumes chez nous, même si on en vend régulièrement, et notamment du FPL avec ses 61 millions de pixels dans un boîtier à peine plus grand qu'un passeport. Mais ça présage quand même de beaux résultats pour nos camarades de l'Alliance Panasonic et Leica. Pour revenir à ta question sur l'évolution technologique et des différents fabricants, alors pour certains, c'était déjà engagé, hein, puisque l'alliance autour de la monture L, ça date de 2018, donc ça fait quand même quelques années qu'on travaille avec Panasonic et Leica sur le développement d'une gamme complète en monture L. La monture E, elle, on va pas y revenir, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, et on a une gamme aujourd'hui complète pour cette monture. Et c'est vrai que chez Canon et chez Nikon, il y a un développement de la gamme optique qui est actuellement en cours. On croise les doigts pour que 2023 soit une année positive à ce niveau-là pour Sigma. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que l'année 2023 sera placée sous le signe du développement de nouvelles montures. Et notamment, on va continuer à développer des optiques pour la monture X. Bon, on a un peu de teasing une fois de plus. Il y a même de l'info, dis donc. Avec ce témoignage de Foucault. Bon, je pense que aussi bien Tamron que Sigma attend impatiemment de pouvoir arriver sur la monture Canon RF. Nicolas, pourquoi c'est bloqué? Est-ce que c'est tenable dans le temps cette position qui fait grogner donc les constructeurs tierces, mais qui, je pense aussi, fait grogner les utilisateurs de boîtiers Canon? Ça fait grogner des utilisateurs et même nous, puisqu'aujourd'hui, Oui. ça nous permet pas de poser certaines solutions. Et aujourd'hui, je prends un exemple, mais si on veut vendre un R7, en dehors de la bague et de leur dire mettez de l'EFS dessus ou mettez de l'EF dessus, il n'y a que l'option des RF en natif ou des 2 petites optiques, mais qui restent des optiques de kit RFS, donc qui limitent un peu la créativité. Et donc aujourd'hui, on attend avec impatience. Honnêtement que Canon ouvre la monture RF à des constructeurs comme Sigma, Tamron et d'autres. Et je pense que c'est dû à une grande partie du fait que jusque-là, on avait une grosse pénurie de boîtiers, en partie, qui a dû jouer sur le sujet parce que ces optiques-là permettent à Canon, voilà, s'ils ouvrent la licence et s'ils permettent à des concurrents de faire des optiques concurrentes, c'est aussi pour faire un petit peu plus de volume de boîtiers aussi. Et en ce moment, les boîtiers sont un petit peu moins volumiques. Donc, je pense que demain, et je l'espère, qu'on retrouvera une disponibilité un petit peu plus forte et pour offrir des systèmes plus accessibles, complets, entre l'optique et le boîtier, que Canon va ouvrir cette monture RF à ses constructeurs tierces. Jean-Nicolas, il y a quand même un constructeur qui s'est tenté sur l'aventure et qu'on a fait un peu les frais. Ouh là là, effectivement, il y a Samyang qui, il y a quelque temps, s'était amusé à nous proposer une optique qui était plutôt sympathique, une 85 mm de mémoire, mais malheureusement, qui s'est pris un méchant tacle de la part de Canon, qui lui a fait comprendre de manière assez sèche qu'il n'avait pas les droits d'exploiter le protocole de la monture RF, ni de faire une sorte d'adaptation en faisant croire à l'appareil qu'il s'agit d'une bague EF-RF pour faire fonctionner l'autofocus. Et donc, du coup, ils n'ont plus l'autorisation de commercialiser cette optique. Après, pour répondre de manière plus générale à ta question, j'avais interviewé Claire-Anne de Villard de chez Canon lors du Salon de la Photo, et elle m'avait répondu en fait qu'il n'y avait pas de volonté interne de fermer la monture RF, et que de toute façon, en fait, vu qu'ils avaient fait ça à l'époque pour la monture EF, de toute façon, ça finirait par arriver en monture RF. La question était de savoir quand. Et là-dessus, le Japon avait une position un peu ambivalente,
en disant en fait que tant que la monture RF n'était pas aboutie techniquement, tant qu'il n'avait pas exploré toutes les possibilités, notamment en matière de stabilisation, en matière de vidéo, concernant la monture RF, là, il ne l'ouvrirait pas. Mais que, à partir du moment où cette condition serait remplie, là, du coup, il sélectionnerait soigneusement les partenaires avec qui eux ont envie de travailler, eux, Canon. Et là, du coup, on pourrait un jour voir des optiques en monture RF. Bon. Mais bon, tout ça, ça rassure pas forcément sur l'arrivée en 2023 d'optiques Tamron ou Sigma en monture RF. Sauf si ça fait partie de ces fameuses surprises dont parle Foucault Prové dans son témoignage. Ce serait génial. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la monture Z, ça y est, c'est parti. Bon, il n'y a pas grand-chose pour le moment, mais ça va se développer. Et on croise les doigts pour la monture RF l'année prochaine ou l'année d'après, probablement. Ok, on attaque la dernière partie de cette sélection des meilleures optiques hybrides 2022 avec les longues focales et de quoi se faire plaisir sur cette catégorie d'objectifs, aussi bien en focale fixe, mais surtout et peut-être même avant tout en zoom. Nicolas, monture E, qu'est-ce qu'on peut proposer? Monture E, il y en a beaucoup. Et là, il faut faire des choix. Non, monture E, aujourd'hui 70-200-2.8 en GM2. En GM2. En GM2. Alors, à préciser surtout, en GM2. Qui dit mieux, Jean-Nicolas? Alors, ça, c'est une optique qui est très sympa, mais tout aussi chère, parce qu'elle est à 3000 € même, je crois. Donc, pour se faire plaisir, c'est idéal, mais après, pour quelque chose de plus abordable, on a la chance d'avoir une optique comme le Tamron 70-180 mm f2.8 DI3 VXD, que j'ai eu la chance de tester justement au sortir du premier confinement, donc en 2020. C'est une optique qui est à 1200 €, qui est très légère compte tenu de sa focale. Alors certes, on ne va pas à 200 mm, mais les quelques 20 mm de différence, franchement, sur le terrain, on ne les sent quasiment pas. Et pour le coup, c'est une optique qui est extrêmement agréable à utiliser. Le bokeh, juste parfait. On peut jouer sur la profondeur de champ comme on veut. L'autofocus est vraiment réactif. Il y aurait moyen qu'il le soit encore davantage, mais clairement, on est sur quelque chose de très agréable à utiliser, même sur des sujets qui se déplacent rapidement. Donc, pour le coup, ça serait mon optique de choix si aujourd'hui je devais m'équiper en monture Sony E sans avoir à débourser un rein. Là, on fait les petits joueurs, là, on s'arrête à 200 mm. Là. Si on va un peu au-dessus, là, les 100-400, les 150-600, là, qu'est-ce qu'on peut proposer? Aucun des deux. Un 150-500 Tamron en monture E, pour le coup, à 1300 €. Et là, on a un super télézoom qui n'est pas parfait, comme les 150-600 G2 ou les 150 Sigma n'étaient pas parfaits en monture réflexe, mais c'est des super compromis pour le terrain quand on n'a pas les moyens d'investir dans des 400 ou 600 mm 2.8 f4 pour aller faire des safaris ou pour aller photographier les grues à Montier ou les écureuils dans la forêt. C'est super, quoi. C'est clair. Je confirme complètement. Après que ce soit 150-500 chez Tamron, le 150-600 chez Sigma. Alors là, on passe en monturelle. Et effectivement, c'est une option. Monturelle ou monture aussi. Ou monture aussi. Ouais, monture Sony. Et les deux sont excellents. Mais c'est vrai que le 150-500 a l'avantage de la compacité par rapport à l'autre. Bon, et si on passe sur la monture Nikon Z? Monture Z, en tout cas, on a le Nikkor Z 70-200 mm. Alors, soit la version f4, soit la version de 8, qui sont deux optiques vraiment très, très qualitatives. Mais l'avantage de la monture Z, effectivement, c'est qu'on commence à voir arriver des optiques entre guillemets tierces. Et on a le fameux Tamron 70-300 mm f4,563 DI3 RXD. Ça fait mal à la tête, tous ces sigles, hein, vraiment. C'est pour ça, moi, je me suis arrêté à millimètre. Je laisse Jean-Nicolas sur. Non, il faut la précision, monsieur, la précision. J'insiste beaucoup. Mais pour résumer cette optique-là, effectivement, sur le piqué à fond de zoom, on n'est peut-être pas sur ce qui se fait de plus stratosphérique. On n'est pas sur le niveau d'un 70-200 f2.8, mais on n'est pas non plus sur les mêmes budgets. Et c'est là l'énorme avantage. Parce que cette optique-là, elle est vendue dans les 800-900 €. Et bon. Elle a ses petits défauts, notamment le manque de luminosité à fond de zoom. On a f6.3, mais pour se faire plaisir, clairement, on est sur quelque chose de très très sympa. Et elle a la compacité, parce que 70-200-2.8 chez Nikon, il est magnifique, mais il pèse son poids. Et pour les puristes qui veulent aller encore plus loin, le 100-400, qui est une
une plage de focale assez inédite en monture Z, puisqu'on avait l'habitude d'un 80-400 ou d'un 200-400 du temps des réflexes, voire d'un 200-500. Et le 100-400 de série S, qui est l'équivalent L chez Canon, donc chez Nikon, c'est série S. Bon, c'est une petite merveille, quoi. Ok, justement, passons chez Canon. Qu'est-ce qu'on a en télézoom? Alors, en télézoom, on a 70-200. Là aussi, soit f4, soit 2.8. Alors, par contre, chez Canon, on est sur des budgets quand même assez élevés et malheureusement, il n'y a pas d'optique tierce sur cette catégorie. La version f4 est à 1008, la version 2.8 est à 2500. Bon, voilà. Mais alors, pour le coup, il se trouve que le 2.8 est, bon, objectivement, en termes de piqué, en termes de restitution de la scène, d'autofocus et de compacité, c'est une petite merveille. Mais j'avoue, Canon m'a beaucoup surpris avec la version f4 qui a la taille d'une canette de Coca ou de tout ce que vous voulez, donc extrêmement compact, et un autofocus qui est vraiment très réactif, avec une distance de mise au point qui est extrêmement réduite. On peut vraiment faire de la proxy comme on veut, c'est assez bluffant. Et vraiment, c'est une optique qui est très très attachante. Là, pour le coup, je l'utilise depuis un petit moment. Et vraiment, j'ai que du bien à en dire. Alors, ok, on n'est que à f4. J'entends déjà dire les puristes, mais on n'est pas sur 2.8. Mais en attendant, on peut jouer sur la profondeur de champ de manière quand même très satisfaisante. Et bon, disons avec des longues focales. C'est ça, exactement. On est sur des focales où la profondeur de champ n'est plus vraiment un sujet. Il faut pardon, je fais une courte parenthèse sur le 70-200 de lui dont tu as parlé. Il faut préciser quand même qu'on ne peut pas mettre de convertisseur avec. Non, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est quelque chose qu'il Pourquoi faut savoir en termes d'usage. C'est certainement une limite physique. Cette optique est particulièrement compacte. Le FUS déploie d'ailleurs, ce qui est pas si courant que ça sur des 70-200 de 8. Donc c'est un choix qu'a fait Canon, le choix de la compacité, qui peut se comprendre, mais il faut savoir en termes d'usage, pour les gens qui veulent investir dans un 70-200 de 8 et peut-être un peu évolutif, quoi. Un convertisseur 1.4 ou 2 fois et pas acheter un 100-400 ou un 100-500 en l'occurrence, que là, ce ne sera pas possible. D'ailleurs, le 100-500, puisque tu parles de ça, est assez intéressant dans cette catégorie, parce que tu peux mettre le téléconvertisseur 1.4 ou 2, exactement, mais uniquement à la plus longue focale, c'est-à-dire qu'il ne se replie plus une fois que tu as vissé le téléconvertisseur, parce que sinon la lentille arrière vient buter contre le téléconvertisseur. Donc c'est un peu particulier, mais en attendant, cette optique-là est quand même très, très sympa, même si, bon, effectivement, quand on est à 7.1, il me semble, à fond de zoom, sur les grues à Montier, justement, ça c'était l'année dernière qu'on a fait ça. Là, même avec un EOS R3, bon, c'est pas la même chose que si on fait avec un 400 2.8, mais encore une fois, le budget n'est pas le même. Bon. Et la compacité, parce que le 100-500, bon, oui, il se rétracte, mais là, il reste assez compact, un peu lourd. Oui, il rappelle les 100-400, mais il reste assez compact. Et il y a plus léger, puisqu'il y a un 100-400 qu'il faut signaler quand même, qui vaut 750 € pour ceux qui ont un petit peu moins d'argent, et un combo avec le R7 pour le coup. Parce que là, autant en grand angle, c'est un petit peu compliqué de trouver son bonheur en monture RF, autant quand on est en APS-C, en longue focale, on peut se lâcher. Et là, le 100-400, c'est un choix qui est tout à fait, à mon avis, cohérent. Nicolas, monture Fujifilm X et micro 4 tiers en longue focale. Alors en X, il y a le 150-600 de Fuji qui est sorti donc cette année, mais je recommanderais plus 150-500 de chez Tamron, qui va donner un 225, donc 750. À 1300 € à peu près. À 1300 €, moins cher, et qui surtout va être plus lumineux que celui de Fuji. Et en différence de piqué, je pense que voilà, je n'ai pas fait personnellement des tests techniques, mais les retours qu'on en a sur le terrain en tout cas, je n'ai pas ressenti une énorme différence entre les deux. Donc moi je recommanderais plus de 150-500. Ok, et en micro 4 tiers? Et en micro 4 tiers, on a le fameux 150-400, mais qui a des budgets F4 Pro, qui est aux alentours des 8000 € à peu près. Oui. Mais voilà, qui est quand même à mentionner parce que ça ouvre des possibilités qui sont exceptionnelles, mais je dirais plus sur le 100-400 de chez Olympus, qui est vraiment très très bon et qui reste dans des budgets largement plus contenus, avec un piqué que je trouve franchement exceptionnel. Pour le coup, en monture micro 4 tiers, je te rejoins totalement sur l'Olympus 150-400 qu'on a pu tester à Montier-en-Der. Et Damien a réussi à produire des images de grue justement au coucher du soleil qui sont vraiment sublimes. Et avec un OM1
justement, on ne s'attendait pas à avoir d'aussi belles performances en basse lumière. Et franchement, c'était assez bluffant. Et sinon, sur la monture X, mon coup de cœur absolu en matière de téléobjectif, c'est le 50-140 mm f2.8 R LM OIS WR. Oui, ça fait beaucoup d'abréviations. Mais ce 50-140, clairement, je l'ai adoré sur le XT4. Je l'ai encore plus adoré sur le XH2S, dont on a pas mal parlé la semaine dernière. Mais pour le coup, cette optique-là, elle peut paraître un peu ancienne parce que de mémoire, elle est sortie en 2014. Mais avec le XH2S et sa rafale à 40 images par seconde, étonnamment, elle suit étonnamment bien. Et on a un niveau de piqué qui est vraiment extrêmement bon. On a un bokeh qui est extrêmement agréable, qui est d'une douceur, mais d'une douceur. Bref, c'est un vrai coup de cœur. Je reprends exactement ton texte et je vais inverser les deux chiffres de l'intitulé des focales et je vais citer du coup le 40-150 mm f2.8 Pro en micro 4 tiers d'Olympus qui vaut 1 500 € et qui est une pure merveille. Et vous pouvez réécouter tout ce que vient de dire Jean-Nicolas puisque ça colle exactement. D'une douceur. Très pratique. Ouais, non, absolument. Et puis, juste pour finir sur X micro 4 tiers et en focale fixe, il y a le 56 mm f1.2 qui vient de sortir en version WR cette année chez Fuji et qui est aussi une pure merveille quand on aime le portrait à 1 200 €. Bon. Et pour terminer, la monture L de la Helmut Alliance Panasonic Leica Sigma. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, on a évoqué tout à l'heure le 150-600 Sport chez Sigma. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Signalons sur le modèle Sport de Sigma qui pèse quand même 2,1 kg. Donc, c'est à savoir. C'est pas un poids léger, mais il vaut seulement, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, mais seulement 1 400 €. Voilà. Et c'est à souligner ça. Et les performances sont vraiment extraordinaires. J'aime beaucoup l'ergonomie. Il y a plusieurs touches paramétrables. C'est la gamme sport, quoi. C'est la gamme sport, voilà. Je ne sais pas s'ils mieux, feront un contemporary comme ils l'ont fait sur les réflexes. C'est-à-dire un modèle plus léger, ça aurait du sens. Celui-là est quand même particulièrement abouti. Et il y a un 100-400 du coup Sigma aussi qui est plus tout à fait, abordable aussi en monture. Qui est très sympa, qui a vraiment un très très bon rendu et qui coûte dans les 1 200 € si je ne vous dis pas de bêtises. Donc clairement c'est plutôt abordable. Et après, alors là on oublie tous les budgets, mais il y en a un que j'adore en monture L pour citer un peu les cas, c'est le SL90 mm f2. Okay. Bon, on est à des budgets qui sont des budgets Leica, donc même pas la peine de les citer, mais qui à l'utilisation sont des optiques qui restent toujours des exceptions, mais qui a un rendu unique avec une séparation des plans unique, donc que j'aime beaucoup. Pour rebondir sur le rendu, la séparation des plans, je citerai enfin le Sigma 105 mm macro Art que j'aime énormément. La macro fait partie des longues focales, des pratiques en longue focale, pas que, mais elle en fait partie, on n'en a pas parlé. Et donc cette optique est quand même très performante, très bien construite, série Art, et bon, franchement... Et qui est la seule alternative en plus aux focales fixes macro chez Sony d'ailleurs. Ok, et voilà, du coup pour terminer, le coup de cœur absolu pour vous trois dans cette catégorie des longues focales. Jean-Nicolas. Clairement, je pense que je vais prendre le 100 mm macro de chez Canon en monture RF, puisqu'on parlait justement de la macro chez Sigma. Cette optique en monture RF, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a un rapport de grossissement de 1,4 et non pas de 1 tout court, ce qui permet de se rapprocher encore plus du sujet, ou plutôt d'avoir une restitution du sujet qui est plus grande sur le capteur, et donc d'immortaliser par exemple les insectes ou les fleurs dans leurs moindres détails. Et alors, elle n'est pas forcément plus compacte que son équivalent en monture EF, elle est même légèrement plus longue, mais avec un R6 Mark II par exemple, ou un R3, ou même ne serait-ce simplement un R7, c'est une optique qui offre un rapport qualité d'image-prix qui est vraiment bluffant. On a un bokeh qui peut être d'ailleurs ajusté grâce à une bague d'adoucissement du bokeh qui est complètement inédite. On ne s'attendait absolument pas à Canon sur ce segment-là. Et ils nous ont surpris et pour le coup, c'est une optique que j'ai vraiment beaucoup aimée. On trouve ça chez Fuji aussi, sur les 56 mm dont j'ai parlé tout à l'heure, les bagues d'apodisation qui permettent de moduler ça. Nicolas. Eh bien, je l'ai déjà cité, mais ça va être le 150-400 de chez Olympus en série F4 Pro, équivalent 300-800 en plein format.
en ouverture constante et qui est juste exceptionnel. Jean-Nicolas en a parlé, mais à l'utilisation, c'est compact pour ce qu'il permet de faire. Et ça ouvre des possibilités infinies, mais un budget qui reste contenu quand même, malgré les ouvertures, quand on compare à des plus grosses... des optiques pour plus gros capteurs, mais qui reste de 8 000 €, mais qui est vraiment une optique coup de cœur pour moi. Ok, pour terminer, Benjamin. Je vais surenchérir sur 8 000 €. Moi, je vais aller dans les 9 000 €. Hein. On est dans les coups de cœur finalement, donc pourquoi pas, lâchons-nous. Si on considère que les longues focales débutent à partir de 50 mm ou au-delà de 50 mm, qui est la focale standard par excellence, je te vois citerai venir. le Noct 58 mm f/0.95 que j'ai eu la chance de tester un long moment avec le Z9 et bon, il n'y a pas de mots pour évoquer le rendu somptueux. Alors, amateur de photos nettes à grande ouverture, passez votre chemin parce que c'est une optique très frustrante, il C'est faut le chaud. dire. Même en focus picking, C'est aussi chaud. précis soit-il, c'est très compliqué. Mais si vous aimez les images vaporeuses avec les bokeh, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut derrière, c'est beau. Et on conclura là-dessus. Merci à vous trois pour toute cette magnifique sélection des meilleures optiques hybrides 2022. On attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2022. C'est le moment de débrief. Nicolas, Jean-Nicolas, si on devait essayer de résumer, de synthétiser les informations importantes à retenir de ce guide, peut-être pour commencer, quelle monture du monde de l'hybride offre actuellement le plus de choix en matière d'optique? Jean-Nicolas. Alors, indéniablement, la monture E, qui a l'énorme avantage effectivement d'être arrivé en premier sur le plein format et qui permet de s'équiper, alors d'un côté avec des optiques, on va dire, orientées budget, notamment chez Sigma, chez Tamron, chez Samyang, c'est pour vous dire, chez Laowa aussi d'ailleurs. Chez Zeiss, chez Laowa, chez Voigtlander, bref, on a une profusion d'acteurs sur ce marché qui permet d'acquérir vraiment ce que l'on veut au budget que l'on souhaite. Donc qu'on ait envie d'un zoom à moins de 1 000 €, qu'on ait envie de se faire très plaisir avec des zooms à 2.8 par exemple, qui vont monter dans les 2-3 000 €, il y a une qualité de l'offre et une qualité d'image qui est livrée par l'optique qui est absolument somptueuse. Et heureusement, il n'y a pas que la monture E qui commence à s'élargir, puisqu'on a une très bonne surprise d'avoir la monture X et la monture Z qui commencent à voir arriver des optiques entre guillemets tierces de chez Tamron et de chez Sigma, et qui permettent d'avoir des choses quand même très sympathiques sans se ruiner. Avec une petite avance pour la monture X. Tout à fait. Et ce qui fait penser qu'il y a plein d'acteurs qui adoptent ces montures dont on n'a pas parlé pendant l'émission. Il faudrait parler d'eux. Il faudra peut-être prévoir des bonus, mais comme Laowa par exemple. Il y a vraiment des constructeurs optiques. Donc c'est Venus Optics qui produit ces optiques-là. Et si vous cherchez des modèles insolites à mise au point manuel, il faut vraiment regarder le catalogue de Laowa. Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Canon persiste à ne pas ouvrir sa monture RF à d'autres constructeurs ? Pourquoi ils ne persistent? Alors, je suis pas chez eux, hein, je travaille pas pour Canon France, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà en fait installé leur boîtier, installé leurs propres optiques, que la pénurie a joué aussi, parce que voilà, l'ouverture des optiques tierces permet en général de rendre plus accessible leur boîtier et un système complet de boîtier. Et aujourd'hui, ils avaient déjà juste du mal à fournir les boîtiers, donc pas un réel intérêt pour eux d'offrir d'autres opportunités sur les optiques. Et donc j'ose espérer que la disponibilité sur les boîtiers s'est déjà améliorée et va continuer à s'améliorer. Et que donc, je l'espère grandement pour nous, pour les constructeurs et surtout pour nos clients, que Canon va ouvrir la monture RF à des constructeurs tiers. Jean-Nicolas, selon toi, est-ce qu'il manque encore certaines optiques stratégiques chez les 3 grands constructeurs ou dans les 3 grandes montures que sont Sony E, Canon RF et Nikon Z? Alors chez Sony, ce manque d'optique se fait moins sentir. Par contre, effectivement, chez Canon et chez Nikon, bon, effectivement, le portfolio s'étoffe de plus en plus.
Mais malgré tout, chez Canon particulièrement, ça manque d'optique et surtout de zoom réellement abordable et sans pour autant faire de compromis assez massifs sur la luminosité et notamment à fond de zoom. Effectivement, on a des optiques comme le 100-400, comme le 24-105 qui sont très sympas, mais peu lumineuses, et le reste de la gamme reste cher. On attend aussi par exemple un 70-300 un peu polyvalent qui n'existe pas en monture RF. Et bon, effectivement, il y a toujours ce petit manque qu'on espère combler un jour par l'arrivée des optiques tierces, on va dire, sur ces montures. Et c'est très vrai ça pour les zooms. Chez Canon, ça l'est de moins en moins pour les focales fixes, hein, puisqu'il y a le 16 mm qu'on a évoqué, il y a un 35 mm macro IS STM, 24 mm aussi macro IS 24, STM qui couvre le plein format, et un 85 mm macro F2 en monture RF, qui sont des optiques beaucoup plus abordables, mais ce sont des focales fixes. Mais quand même un peu cher, je trouve. Et ça reste un ticket d'entrée un peu cher, Ouais. mais ça, je crois qu'on est plus dans le contexte qu'on a évoqué aussi, C'est vrai. inflationniste, de pénurie, etc. Il y a les optiques à bascule et décentrement aussi qui n'ont toujours pas Alors, été développées, et tout chez à fait. personne, Alors, même chez Sony. Dans ta question, il y avait stratégique. C'est pour ça que moi, au début, je pensais d'emblée à ça. Mais est-ce que c'est stratégique? Pas forcément. C'est emblématique en revanche. Un Et c'est marché vrai de que niche, mais c'est un marché quand même. on l'attendrait peut-être chez Canon et Nikon, hein, puisqu'il y en avait à leur catalogue réflexe. Il y en a toujours. Peut-être qu'ils se disent, et franchement, ils auraient peut-être pas tort, qu'avec les bagues, on peut réutiliser ces optiques-là réflexes qui restent des optiques un peu de niche. Hmm. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les plages de focales un peu idéales dans le monde du grand angle, dans le monde des focales standards et dans le monde des téléobjectifs pour un peu guider, orienter nos auditeurs sur le choix d'un zoom? Alors, je vais m'exprimer en équivalent plein format hein, Yes. Tu as pour 30 essayer secondes. d'uniformiser. Et en 30 secondes, ça va être compliqué. Mais non, en niveau grand angle, je pense qu'il faut rester aux alentours des 18-20 mm, je pense. Alors, peut-être aller en fixe, sur des optiques fixes, parce qu'on va souvent utiliser pour du paysage, pour de la nature, ou peut-être même en créatif, et ça nous permet d'avoir des ouvertures un petit peu plus, enfin des optiques avec une meilleure ouverture. Donc rester aux alentours des 18-20 mm sur le grand angle. Pour la partie standard, tu l'as évoqué tout à l'heure, on ne sait pas s'il ne faudra pas faire vous fassiez une émission 35 mm, 50 mm, mais je pense que c'est pas moi qui vais régler Qui le s'appellera sujet du maintenant. coup 40 mm. C'est ça, exact. Mais en effet, le 40 mm, voilà. On va me trouver un j'ai 40 évoqué mm 1.4. bah, j'ai un 20 ED, Ah, 20 aussi. mm 1.4. Ouais, même système. Non, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est une optique que j'ai beaucoup aimée parce que c'était un peu le meilleur des deux mondes entre 35 mm et 50 mm. Après ça, voilà, je pense que Benjamin a donné vraiment le bon conseil. C'est de regarder les exifs qu'on a sur nos optiques à focale variable et de choisir celle qui nous convient le plus. Voilà, la focale qui nous convient le plus entre le 35 et le 50. Et si on ne parvient pas à faire de choix, ce qui arrive souvent dans la vie, on peut aussi regarder des transstandards très polyvalents. Il y en a un qu'on n'a pas cité, qui est assez unique sur le marché du 24-36, qui est le 24-240. 24-200, Nikkor, aidez-moi. 24-240. 24-240. Ah non, 24-200 en monture Z et 24-240 en monture RF. Et ben voilà, 24-200, et qui On est fait une... les couteaux suisses, on fait tout avec ça. Ouais, qui est une excellente optique, qui est stabilisée contrairement au 24-120, série S, qui est aussi une très belle optique. Bon, si on n'arrive pas à faire de choix, on peut toujours s'orienter vers des optiques comme ça. Il y a un 1200 mm chez Olympus qui fait un 24-200 aussi F4. C'est vraiment des optiques intéressantes. Merci messieurs, on conclut là-dessus. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Nicolas, Jean-Nicolas, avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Il n'y a pas de questions sur les trains, Jean-Nicolas. Désolé. Oh En tout cas, on attaque. Première question pour toi, Nicolas Morvan, qui nous vient d'un dénommé Jean. Qu'est-ce que cela vaut les optiques chinoises comme TT Artisan, Meike ou Yongnuo ? Tout dépend de l'optique en elle-même, mais de base, on est sur des optiques qui sont
accessibles, qui ont un rendu qualité optique qui est bon, mais il faudra juste oublier l'autofocus ou toute automatisation. Mais on peut faire de très belles choses, très créatives, et qui peut se permettre de se démarquer, ce qui, à l'ère des réseaux sociaux, peut être pas mal. Vous en proposez sur Mich Numérique, des choses comme ça? On en propose un petit peu, mais on sélectionne, et c'est assez dur d'en sélectionner parce qu'il y en a beaucoup, qui sont proposés, parmi tous les vendeurs. Parfait. Deuxième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient d'un dénommé Patrick. Quel téléobjectif pour Fujifilm choisir entre le modèle Fujifilm et le modèle Tamron? Ah, c'est pas évident comme question. Les deux ont de nombreux avantages. Alors évidemment, si je laissais parler mon cœur, je choisirais immédiatement le 50-140 mm f2.8, mais il est un petit peu lourd. Du coup, effectivement, c'est vrai que la proposition de Tamron a ses avantages, notamment si on parle en termes de budget. Effectivement, Tamron a quand même une carte à jouer assez sérieuse. Après, c'est sûr, si la qualité du bokeh, si l'ouverture constante est importante, le Fuji a ses atouts. Très bien. Troisième question pour toi, Nicolas, d'une dénommée Sabrina. Est-ce que les optiques réflexes vont encore être produites longtemps? Alors malheureusement, je crois que non, tout c'est simplement un peu parce game qu'on over, tout ça, rationalise là, hein. les productions, pour la partie hybride au maximum, mais c'est logique. Donc je pense que par contre, va y avoir un très très beau marché de l'occasion, et que Oh ça va oui. être à nous, Vive les distributeurs bagues. aussi, de les entretenir, quand les occasions repasseront chez nous, nous assurer que ça repart bien de neuf, bien nickel, comme on le fait à chaque fois, pour entretenir ce marché de l'occasion sur le long terme. Ouais, il y a vraiment des très 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 belles affaires Oh oui. en optique sur le marché de l'occasion, et même au niveau des boîtiers, hein, parce qu'il y a certains modèles réflexes qui ont toujours largement leur mot à dire. Quatrième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient de Mehdi. J'ai l'impression que le f1.8 est le nouveau f1.4. Eh bien, c'est pas faux, parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'optiques en f1.8. On parlait justement du Sony 14 mm, mais le gros avantage, c'est que ça permet quand même de compresser un minimum les coûts, et aussi d'avoir des solutions techniques qui seraient extrêmement difficiles à obtenir à un 4. Justement, je pense à ce fameux 14 mm. Donc c'est un compromis. Un compromis, c'est jamais parfait, mais au moins, ça permet d'avoir des choses qui restent tout à fait sympathiques. Ouais, puis après, le gros argument des constructeurs là, qui sortent des magnifiques focales fixes en f1.8, c'est qu'ils nous annoncent qu'on est ultra sharp du centre au bord des f1.8, ce qui n'était pas forcément le cas à la grande époque des focales C'est fixes. tout à fait vrai, f1.4. et c'est souvent le cas. T'as raison, les performances sont quand même superlatives, hein, d'une Mm. marque à l'autre. Et C'est vrai. par contre, on a des optiques beaucoup plus compactes à leur décharge. C'est De vrai. 14-1.8 par rapport à un 14-1.4 de l'époque. Alors maintenant, il Ça aurait faudrait pas été peut-être possible. du coup philosopher sur la différence de perception du bokeh entre du f1.8 et du f1.4, mais ça c'est une autre émission. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Messieurs, cette question s'adresse à tous les trois. S'il ne devait en rester une seule, une précieuse, ce serait laquelle et pourquoi? Nicolas. Je me suis déjà prononcé, mais ce sera le XF3314 par pure préférence personnelle, de mon utilisation personnelle, parce que super silencieuse, super piquée, et qu'on l'avait beaucoup attendu, parce qu'on aimait bien le 3514, mais qu'il y avait beaucoup de défauts et qu'ils ont été tous effacés avec cette optique-là. Benjamin. Bah, ce sera l'optique avec laquelle j'ai commencé et que j'utilise toujours, qui est un Summicron 40 mm f2, que je monte en monture E, en monture L avec des bagues, ou que je peux remettre sur mon Leica CL de mes débuts. Donc voilà, c'est une focale qui me convient, c'est une optique que j'adore, donc je la garde. Et pour finir, Jean-Nicolas. C'est pas le ding ding ding? Je peux te remettre le ding-ding-ding. Alors, si ça ça te aide. bloque, Non, mais ça moi, aide. je te le remets, il n'y a pas de problème. Tu es bien bon envers moi. Si je devais en garder une seule, je pense que ce serait mon 100 mm macro f2.8 en monture EF, qui est l'une des très rares optiques que j'ai gardées justement lors de mon passage à l'hybride. La restitution des détails est juste stratosphérique et elle a un charme assez extraordinaire. J'aurais pu citer le 70-200 f2.8 de deuxième génération de chez Sony, qui est juste incroyable pour un zoom, tant ça se rapproche du piqué des focales fixes, mais je garde le Canon puisqu'il faut en garder qu'une. On conclut là-dessus. Merci à tous.
Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Nicolas, Jean-Nicolas, Benjamin, merci à vous trois pour tous vos conseils dans ce grand guide des meilleures optiques hybrides 2022. Nicolas, c'est quoi l'actu du coup pour Miss Numérique là, dans les jours ou les semaines à venir? Notre actu, c'est continue notre bout de chemin. On est reconnu pour être dans faire parmi des meilleurs, pour donner des conseils spécialisés, pour servir au mieux nos clients. Donc notre but, ça va être d'évoluer avec le marché et on a pas mal de projets en cours, de choses nouvelles qui vont venir l'année prochaine, nouveaux rayons, nouveaux services. Donc voilà, on espère... Nouvelle boutique physique, peut-être? Peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, mais voilà, et qui vont nous permettre de toujours servir au mieux nos clients tout en évoluant. Et on espère vous annoncer rapidement tout ça, en tout cas l'année prochaine, mais rapidement quand même. Bon, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour cette émission. Puis on te donne rendez-vous dans un an pour le guide des meilleures optiques hybrides 2023. Avant le Black Friday, la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, avant le Black Friday. Jean-Nicolas, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire très prochainement sur Phototrend? Alors très prochainement, nous avons des belles petites prises en main directement issues de Montier-Onder qui vont arriver très rapidement. On a aussi un comparatif entre le XT5, le XH2 et le XH2S qui va apparaître très bientôt. Et on a bien sûr les tests des derniers boîtiers plein format que nous ont annoncé les constructeurs. Donc ça, c'est sur la partie matérielle. Mais j'en profite aussi pour faire un coucou à la partie culture, bien évidemment, à ne pas oublier, avec de très beaux articles que nous ont écrits nos rédacteurs et rédactrices, notamment sur des expositions, des livres à découvrir, que ce soit à Paris ou en province, en tout cas pour les expos, à découvrir très rapidement sur Phototrend. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Benjamin, une dernière chose. Et un clin d'œil à nos confrères de la presse papier spécialisée, notamment Réponse Photo, qui sort son guide d'achat. On en a parlé pour les boîtiers. Il y a des optiques aussi. Donc un clin d'œil à eux et allez en kiosque consulter ça si vous préférez le papier. Vous pouvez nous écouter en même temps que vous lisez. Vous pouvez nous écouter en même temps que vous consultez le site de Phototrend. Tout est possible. La semaine prochaine, on vous propose deux rendez-vous. Mardi, pour commencer, avec une émission spéciale entièrement dédiée au nouveau Sony A7R5. Et jeudi, comme d'habitude, on va s'intéresser pour la première fois dans ce podcast à la pratique de la macro. Avec notre invité, le photographe Denis Girard, nous allons vous donner 10 conseils pour vous lancer dans cette discipline passionnante. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.